Ah bah, on voit déjà le nombre, on voit aussi le nombre de visionnages ici. Ah, ça y est, c'est parti. Les gens commencent à arriver tranquillement. On va attendre qu'ils arrivent, Lou, et puis on va commencer. D'accord. Et après, le truc qui est enregistré, tu le gardes quelque part ou pas? Alors là, en fait, ça a lancé sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, et après, ça reste. Une fois que ce sera coupé, le live reste. Il peut être visionné toute la journée, demain, après-demain, pendant. Si on nous le censure pas, parce que des fois, on nous censure et il y a des posts qui disparaissent, mais bon, là, ça devrait aller. On est déjà 440. Bonjour à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Désolé, on est un petit peu en retard. C'est de ma faute. Et du coup, on accueille aujourd'hui le docteur Louis Fouché. Bonjour, Louis. Bonjour Gavin, merci beaucoup de me recevoir. Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va bien. Ça va très bien. On va attendre encore un petit peu que les gens arrivent. Là, je sais pas si je vois que les YouTube ou que les Facebook ou les deux. Enfin, déjà, peut-être que Louis, tu pourrais te présenter parce que c'est vrai que souvent, on te voit intervenir ou on te voit à la télé avec un petit bandeau vite fait, mais on n'en sait pas forcément plus sur qui tu es. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, par où tu es passé? Ouais, je peux partager quelques petites choses. Après, moi, j'ai pas forcément vocation à être un personnage public au départ. Hein. J'ai plutôt envie de vivre heureux et caché, donc selon la maxime stoïcienne. Donc, la vie m'a amené à un épisode un peu plus trépidant. Mais donc ouais, moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Et je fais surtout de la réanimation. Donc, à Marseille, à l'hôpital de la Conception. Et puis, je suis le porte-parole d'un collectif à la fois de chercheurs, d'enseignants, d'universitaires, de médecins, de soignants, infirmiers, aides-soignants, et puis de citoyens, d'artistes aussi, de petits entrepreneurs, de gens qui ont des restaurants ou des choses comme ça. Bref, on a vraiment une belle représentation de la société civile, des enseignants aussi, des profs, des instits. Et voilà, ce collectif s'appelle Réinfo Covid. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui commencent à le connaître, www.réinfocovid.fr. Alors, au départ, ça avait un nom un peu compliqué, ça s'appelait Soignants pour une politique sanitaire juste et proportionnée. Puis après, c'est devenu Soignants, médecins, chercheurs, universitaires pour une politique sanitaire juste et proportionnée. C'est devenu tellement long. Alors, on a décidé de s'appeler Réinfo Covid. C'est venu un peu comme ça, par hasard, mais ça paraissait plus facile pour les gens pour retenir, quoi. Parce que sinon, le Oui. sigle était très compliqué. Et une chose que je dois dire, parce qu'en fait, j'ai la chance de pouvoir parler, et c'est en partie parce qu'on a réussi à établir un dialogue aussi avec l'institution où je parle, les hôpitaux de Marseille. Et donc, je parle pas pour eux. C'est deux casquettes différentes, quoi. Vraiment, ils ont pas du tout le même discours que moi, mais ils ont réussi à accepter l'idée qu'il pouvait y avoir une liberté d'opinion et une liberté de parole. Alors, ils ont accepté de manière un peu contrainte, mais ils ont accepté. Et ça, c'est une très bonne chose, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de médecins actuellement qui peuvent pas parler parce que simplement ils ont peur de perdre leur boulot ou ils ont peur d'être convoqués devant le Conseil de l'ordre. Et en fait, nous, dans le collectif, on a déjà au moins une quinzaine de médecins qui ont été inquiétés ou qui ont perdu leur travail. Hein. Vous avez peut-être suivi l'histoire de Vincent Pavant, qui est mathématicien, qui a été mis à pied de l'université Aix-Marseille pour avoir refusé de porter le masque dans une salle de cours. Mais il l'a fait en plus de manière très intelligente. Hein. On a Bénédicte Helfer qui a été contrainte de démissionner, Fouad Daoud qui a été contrainte de démissionner, on a Denis Agrey qui a été licencié, on a Stéphane Darter qui est... tous ces gens-là sont des médecins hein, dont je suis en train de parler. Stéphane Darter à Tahiti qui a été inquiété par sa direction et qui est toujours inquiété. On a Jean-Michel Crabé qui a été convoqué à l'ordre des médecins. Enfin bref, je vous dis, il y en a beaucoup. En fait, les lanceurs d'alerte sont censurés clairement. Et vous le vivez déjà hein, dans ce que vous vivez. Il y a des posts qui disparaissent, il y a des vidéos qui sont... Et donc, on a une censure qui est à la fois faite par les GAFAM. Et ça devrait nous poser question. Pourquoi les GAFA viennent s'occuper de ça, quoi? On est en train de parler de tests, de masques, de liberté. Donc ça devrait nous faire réfléchir sur les enjeux profonds de cette crise. Et puis, on a une censure par les instances qui dirigent notre pays ou qui le tiennent. Et donc, on a l'impression qu'il y a une vraie corruption systémique. Par corruption systémique, j'entends l'idée que c'est le système qui est vicié, en fait, assez profondément dans ses rouages. Ouais, mais pas forcément les gens. Les gens, ils s'en rendent peut-être même pas compte, quoi. Ils font juste comme d'habitude, quoi. J'ai déjà raconté cette histoire, mais
si vous reprenez un auteur qui s'appelle Hannah Arendt, elle décrit le procès de Adolf Eichmann, qui est un ingénieur nazi. Et ça se passe dans les années 60, je crois, à peu près, fin des années 60. Adolf Eichmann est parti en Amérique du Sud, comme beaucoup de nazis, pour se réfugier pendant Nuremberg. Et puis, il est rapté par Tsahal, l'armée israélienne, et ils viennent faire un procès à Jérusalem, un procès qui est retentissant, qui est devant les caméras, qui est devant les télés, etc., la presse du monde entier. Et le but de ce procès, c'est de montrer que le nazisme, c'est le mal. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au fur et à mesure des interrogatoires, on se rend compte que Eichmann, c'est juste un blaireau, quoi. Il est même pas vraiment méchant, quoi. Il a écouté les ordres, le protocole. Ouais, exactement. Il dit lui-même, moi j'étais en charge des trains, de la logistique des trains, j'étais un ingénieur, je voulais juste que les trains arrivent à l'heure. Et donc cette phrase-là, ils veulent juste que les trains arrivent à l'heure. En fait, on en a beaucoup dans notre système et qui réfléchissent jamais où est-ce que les trains vont. Et Hannah Arendt, elle a cette phrase extraordinaire qui est comme une détonation dans le monde de la philosophie morale. Elle va parler de l'extraordinaire banalité du mal. Et donc, il y a une extraordinaire banalité du mal, en fait, dans les systèmes autour de nous. Et ces systèmes, ils ont été viciés par quelques pervers paranoïaques, mais qui sont très peu nombreux. L'immense majorité des gens, ils sont juste normaux, quoi. Et si on les sort de ce système, ils redeviennent bons, gentils, bienveillants, cherchant le bien commun. Et donc c'est pour ça qu'à InfoCovid, on essaye d'avoir une vraie empathie, et y compris pour les gens qui nous apparaissent endormis ou qui n'ont pas conscience forcément de où on les emmène. On essaye vraiment de prendre soin d'eux, en fait, de pas les forcer, de les prendre à l'endroit où ils sont. Si vous commencez à expliquer qu'on va en tyrannie à quelqu'un qui est convaincu qu'il faut mettre le masque, vous allez trouver. En fait, mais c'est très compliqué d'avoir la bonne approche avec les gens parce que c'est vrai que moi, personnellement, ça a tendance à m'énerver, tu vois, de voir que les gens sont à ce point apathiques. Enfin, ils restent. Donc, je comprends ce que tu dis et c'est essentiel qu'il y ait des gens, la patience et la bienveillance de faire aussi avancer les gens dans le bon sens comme ça. Ouais, on dit en médecine que quand quelqu'un a une maladie très grave, qu'il va y avoir les phases du deuil, je sais pas si tu connais, mais c'est les phases une phase de déni d'abord. C'est-à-dire qu'il va même pas entendre ce que tu lui annonces qu'il a un cancer très grave. Il va sortir de la consultation et puis en fait il va oublier. Il va jamais revenir pendant 6 mois jusqu'à ce que le truc va avoir un déni complet. Et donc il y a une phrase qui nous est donnée dans nos études de médecine, enfin à certains endroits, quand on a des professeurs un peu humanistes, c'est l'idée qu'une annonce diagnostique, c'est pas tout de suite. Et là, je pense qu'on est vraiment, faut essayer de se mettre dans la position de gens qui doivent soigner en fait notre société et soigner les gens autour de nous. Et soigner, j'entends par là prendre soin. Souvent, prendre soin, ça veut dire les laisser à leur rythme, prendre conscience de ce qu'ils doivent prendre conscience. Et peut-être qu'ils n'ont même pas besoin de prendre conscience de tout, qu'ils vont faire leur part, chacun à leur petit endroit. On peut commencer par juste une chose extrêmement choquante et extrêmement facile, qui est le masque pour les enfants. Le masque pour les enfants, c'est une perversion. Les enfants ne sont pas malades, ils ne sont pas vecteurs, ils ne sont pas contaminants. Et il y a des effets collatéraux absolument considérables à les maintenir dans cette ambiance de culpabilité, de stress, d'angoisse et de peur. Et alors, on mise tout sur la résilience de l'enfant en disant, bah oui, les enfants, de toute manière, ils vont s'adapter, etc. On est en train de faire vraiment de casser beaucoup de choses, quoi. Au niveau psychologique, au niveau affectif, au niveau de la structuration de la règle commune. Aujourd'hui, dans les écoles, il y a des enfants qui se font punir parce qu'ils ont leur masque sous le nez. Vous imaginez? Alors que l'école, normalement, c'est le lieu de structuration de la règle commune qui fait sens, celle qui nous permet de vivre ensemble. Là, la règle, c'est quoi? C'est juste un truc pour pouvoir te taper dessus et qui n'a aucun sens. En fait, c'est un truc de pervers, c'est un truc de gens qui tapent sur leurs enfants, en fait. C'est une scansion traumatique répétée tous les jours. Et on a Ariane Biléron et tout un groupe de psychologues et de pédopsychiatres et de psychiatres qui ont fait un texte sur les conséquences chez l'enfant de toute la politique sanitaire qui est en train d'être menée. Il fait 17 pages et je peux vous dire que ça devrait faire réfléchir les gens. Il est sur le site de France Soir, avec qui on travaille beaucoup ensemble, avec Xavier Azalbert. Donc je vous invite à aller voir France Soir parce qu'il y a beaucoup de data, beaucoup d'informations scientifiques. Les interviews qui sont faites aussi sont très intéressantes. Ouais, je vois souvent passer. Et puis ce sera aussi sur le site de Réinfo Covid.
Puis on va essayer d'en faire des petits tirés à part, des petits morceaux, parce que 17 pages, c'est un peu costaud pour la plupart des gens. Le niveau de Ouais, c'est clair, concentration est faible. faut avoir le temps de le lire. Mais justement, je vais demander à tout le monde, tous ceux qui sont arrivés sur le live, déjà, bienvenue à tous. Vous êtes maintenant là, je vois 1400, donc je sais pas trop si c'est YouTube, Facebook, parce que on passe par un outil. Mais en tout cas, bah, n'hésitez pas à partager ce direct, et puis partager sur tous vos groupes, sur vos pages, qu'ils soient vus. Et puis du coup, bah, au niveau des masques, justement, on est particulièrement touché parce que je sais pas si tu avais suivi, mais avec Noémie cet été au mois d'août, en rentrant de vacances avec la fille de Noémie qui a 11 ans, on était dans le train et on s'est fait sortir. Je sais pas si tu avais vu cette vidéo. On s'est fait sortir du train parce qu'on allait manger. D'ailleurs, on passe au tribunal demain. On part aujourd'hui avec notre avocat de Paris. On va à Brive parce que ça s'est passé à Brive. Donc, on s'est fait sortir du train. Moi, je me suis fait mettre en garde à vue, violenté pour le masque. Donc, j'ai fait 24 heures de garde à vue. Du coup, on a été mis en cause par les policiers qui ont menti, qui ont fait un faux sur leur comment on dit, déposition. Voilà, donc on passe au tribunal demain. On a refusé l'accord du procureur à nous mettre 300 € d'amende. Il voulait nous mettre chacun. On a refusé. Et puis, on va voir demain. Mais du coup, suite à ça, moi, j'ai déjà fait un, je sais pas de tes médecins, mais j'ai fait un pneumothorax droit complet il y a 5 ans. J'ai failli crever, mais vraiment, j'ai passé 45 minutes à gémir comme un porc en égorge pour trouver de l'air. Mais vraiment, hein, c'était vraiment violent. Et du coup, moi, tu me fous un masque 2 minutes, déjà, j'ai l'impression de suffoquer parce que tu sais, quand tu as déjà eu des gros problèmes pulmonaires, tu n'as pas envie d'avoir un truc qui te gêne. Donc, personnellement, déjà, ça me gêne beaucoup. Et ensuite, j'ai vu comment ils nous ont traités dans le train et je me suis dit, il y a un problème. Et puis, on a diffusé beaucoup d'images de gens qui se faisaient violenter à cause du masque un peu partout dans le monde. Et du coup, on s'est dit, il y a un problème. Et j'ai senti que ça allait venir sur les enfants parce qu'en Espagne, ils masquaient déjà à 6 ans, quasiment dès le début de la fin du confinement en France, quoi. Et ça n'a pas manqué, c'est arrivé sur les enfants. Et alors, j'ai agi parce que, c'est pareil, moi, je suis un enfant battu à la base, donc je vois ce que c'est la maltraitance faite aux enfants, je le ressens. Et du coup, on a bougé et surtout, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers nous. Donc, des asthmatiques graves qu'on force à se masquer en cours. Mais des asthmatiques graves qui avaient 8 aérosols il y a quelques mois. Et on leur demande de se masquer. On les met au fond de la classe, on les maltraite. Pareil pour les enfants, tout type de handicap ou carrément des enfants qui avaient un strabisme, un problème d'audition, les masques en plus. J'ai trouvé ça fou, donc on a monté l'école de nos parents. Donc, en fait, c'est un outil pédagogique. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais depuis maintenant 3 semaines, on a des pédagogues qui dispensent des séances de soutien scolaire aux enfants qui ont été exclus des écoles de manière dégueulasse ou déscolarisés par leurs parents. Donc, on leur dispense des séances de soutien scolaire et derrière, on coach les parents pour qu'ils réussissent l'école à la maison parce que du coup, ça leur demande beaucoup plus que d'habitude. Et ça se passe très bien. Donc, on a une trentaine là d'enfants du CP jusqu'en 6e qui suivent ces séances. Et donc, ça se passe très bien. Donc, on en est très content. Et justement, on a lancé, c'est aussi pour ça que je t'avais contacté au début, on a lancé là pour le 15-12 la grève des mômes avec l'artiste Didier Super notamment pour sensibiliser parce qu'on a peur que mine de rien, je ne sais pas ce que tu en penses, tu vas me dire, mais ils n'ont pas parlé des gamins, là, de démasquer les gamins dans les futures normes à venir ou quoi que ce soit. Ils ont l'air de laisser ça durer et on a peur qu'ils viennent à masquer les tout petits, tellement ça devient hystérique. On se dit, ça se trouve, bientôt, ils vont masquer les gamins de 3 ans. On en voit déjà dans la rue, c'est flippant. Alors, voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et puis, est-ce que tu serais prêt à soutenir cet événement du 15-12 notamment? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée de mettre un petit… Voilà, dire, voilà, on est là. Ouais, en fait, ce que tu me racontes, ça me choque. Et je sens à l'intérieur que ça bouillonne d'une espèce de colère, en fait, d'indignation hyper importante.
Et un des gros enjeux pour moi, ça a été de transformer la colère en courage et en action. C'est-à-dire d'arrêter d'être derrière un écran impuissant et à se dire mais ils sont devenus fous en fait. Et d'essayer de faire quelque chose. Donc à la fois je sens de la colère à l'intérieur, et à la fois je suis admiratif et émerveillé de ce que tu me racontes sur ce que vous faites avec les parents et les gens qui acceptent de sortir de ce système-là en fait. Donc pour moi ça donne plein d'espoir en fait. Il y a plein de pistes de créativité. C'est-à-dire dans la contrainte, tu trouves un chemin différent qui te permet de sortir en fait de la contrainte qu'on t'impose. Et en fait, c'est ça qui me rend optimiste. Il y a une espèce de formule, il y a toujours au moins une autre façon de faire, quoi. Et donc, il faut trouver d'autres façons de faire. Et les façons de faire qui sont en conflit direct, en fait, elles maintiennent l'adversaire, elles maintiennent l'ennemi, elles maintiennent. Et peut-être qu'il y a besoin de ça, hein, peut-être qu'il y a besoin d'une partie de conflit direct, mais qu'il y a besoin aussi d'inventer des circonvolutions de possibles, c'est-à-dire offrir des voies de sortie aux gens. Si tu dis vous êtes fous, vous faites n'importe quoi et c'est tout, c'est un peu comme les collapsologues, dont je fais partie, hein, mais les collapsologues qui disent bon bah tout est en train de s'effondrer, c'est la fin quoi. Bonne chance. Oui, en fait, pas plus. Là c'est impossible à écouter, t'es obligé de donner une porte de sortie quoi. Et parce que s'il n'y a pas de porte de sortie, c'est insupportable. Donc moi je trouve ça très bien le fait d'alerter les parents. Et je suis surpris en fait et choqué qu'il y ait beaucoup de parents que ça touche pas quoi. Même que le méta-besoin de l'enfant, si tu prends les pédiatres, hein, ils l'expliquent très bien, le méta-besoin au-dessus de tous les autres besoins, au-dessus de manger, au-dessus de tout le reste, c'est le besoin d'être en sécurité et d'être protégé en fait par leurs parents. Et tout le reste suivra quoi. Manger, avoir de l'affection, de l'amour, des câlins et tout ça. Et que si jamais t'es pas secure, c'est ce qu'on appelle l'attachement pas secure, tu vois. C'est-à-dire que tu peux passer ta vie à te dire que t'es un peu une erreur, que à chercher comme un craving à être en sécurité, alors que et jamais y arriver quoi. Donc moi je suis très surpris des parents et je pense qu'il y a effectivement un vrai effort de montrer aux parents plutôt que de tu vois les arguments rationnels marchent pas forcément. C'est-à-dire quand tu leur expliques, par exemple, que l'étude d'Anne Masque montre au Danemark que le masque dehors sert à rien, tu leur montres toutes les études sur les études de cohorte chez les enfants qui montrent que ça sert à rien, que c'est toxique, qu'il y a personne qui risque d'être malade à cause des enfants. En fait, ça les fait pas réagir. Non. Parce qu'ils vont quand même dire ouais, mais quand même, ma vieille grand-mère, ce serait dommage qu'elle l'attrape. Donc ils continuent à faire peser une espèce de responsabilité sur le dos des enfants, qui est complètement dégueulasse, quoi. Et alors que même que c'est pas vrai, parce que en fait ils sont toujours dans leur peur. Et par contre leur montrer quelque chose de positif, leur montrer à suffisamment nombreux devant l'école qu'en fait c'est plus agréable de pas être masqué, de se dire bonjour en se prenant dans les bras, en se faisant la bise, d'avoir les enfants qui jouent autour sans masque, qui font les fous. Qu'en fait c'est vachement plus désirable que d'être derrière ton masque, flipper, d'avoir peur, de plus parler à personne. Je pense que voilà, montrer ce possible-là et à quel point il est désirable. Et là, il y a des gens qui vont rejoindre des gens qui étaient derrière leur masque et qui en pensaient pas moins, mais qui le faisaient juste pour pas être exclus, qui vont peut-être venir. Parce que je crois que c'est un des gros enjeux. Ils le font pour des raisons différentes, mais il y en a beaucoup. Ils ont masqué les gamins que parce qu'on leur a demandé. Ils n'ont même pas de logique derrière. C'est-à-dire que moi, pour prendre l'exemple de mon frère, justement, ils arrivent à nous diviser parce que je suis très en colère contre un de mes frères qui masque son enfant de 6 ans. Je ne vais même pas aller fêter Noël avec eux à cause de ça, parce que je ne vais même pas aller fêter Noël avec mes frères, parce que sinon, je vais exploser. Le gamin, il a 6 ans, il est masqué toute la journée, alors que moi, je me bats contre ça. J'estime que mon frère, il devrait réagir. Et donc, ils arrivent à leur division, mine de rien. Mais et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est pour te dire la folie des gens. Ma belle-sœur m'a dit, mais ça va que Noah adore être masqué. Je veux dire, mais j'ai dit, mais je ne leur ai même pas reparlé depuis parce que sinon je vais exploser, ça va être genre, on va jamais revenir. Mais je comprends pas et c'est même pas parce que, c'est juste parce qu'on est passé du stade où le masque est pas obligatoire pour les enfants à le masque est obligatoire pour les enfants. Les gens, ils réfléchissent pas plus loin. On parle de leurs enfants, on parle de leur santé, on parle de leur avenir.
Je comprends pas. Et c'est sûrement pour pas être différent des autres ou l'amende ou ne pas Oui, je pense désobéir. pour moi, c'est un des gros éléments, c'est que quand tu discutes des masques de manière rationnelle avec certaines personnes, ils en arrivent à dire ouais, mais de toute manière, les Français respectent rien. Et puis l'étape d'après, si tu grattes encore, c'est il faudrait bien. L'étape d'après, si tu grattes encore, c'est il faudrait bien rester unis, il faudrait bien rester en lien. Et en fait, ça c'est juste, ça c'est vrai. C'est-à-dire que on a une société qui s'effiloche de tous les côtés, des gens qui étaient de plus en plus seuls, quoi. C'était des espèces de monades juxtaposées sur Facebook avec le nombre de likes sur le selfie avec leur petit déj, une espèce de truc complètement factice en fait sur la relation et sur l'amitié et la réalité de ce que tu vis. Et donc déjà des gens très seuls. Et là tu leur dis mais en fait mettre le masque c'est ça qui vous tient ensemble. Si vous le mettez plus, en fait vous êtes exclus. Et c'est vrai, t'es exclu quand t'es le seul à pas avoir le masque. Tu sens une espèce de tension, quoi. Vraiment, dans la rue, il y a une vraie pression, quoi. Tu dis, ouais, ce serait quand même plus facile de, voilà. Et il y a des fois, il y a des fois, tu vas même craquer, quoi, parce que alors même que ça a aucun sens et que toi, tu sais que ça a aucun sens dans la rue. Il y a tellement de pression, c'est-à-dire bon, ça amène des problèmes. Les gens t'attaquent en plus. Ouais. Et donc là, tu as l'idée que tu serais exclu de la communauté des parents, voire exclu de l'école. Tu mettrais en tension ton enfant parce que lui-même serait exclu d'être avec ses copains, etc. Et donc ça, je pense qu'il y a des gens, juste, ils ne réfléchissent pas, mais ils se disent le plus important, c'est de rester en lien. Et à mon avis, c'est juste. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin de fond qu'on ne peut pas critiquer là. Oui. Il faudrait. C'est humain, c'est humain. Exactement. L'humain, c'est un animal politique. Ouais, c'est un animal social, c'est un animal politique. C'est un truc très profond. C'est ça aussi qu'il faudrait comprendre derrière. C'est que, en fait, l'être humain, c'est un être de lien, c'est un être de partage. C'est un être qui a besoin du regard de l'autre, du visage de l'autre, de ses mimiques, et qui a besoin d'amour, en fait. On est des êtres d'amour. On a besoin d'être touchés, de toucher l'autre par nos paroles, par nos gestes. Et il y a tout un pan de la philosophie morale et enfin de l'éthique, qui s'appelle l'éthique du care, et qui est en partie initiée par quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Levinas. Et Emmanuel Levinas, il écrit sur le visage, la rencontre des visages. Et je pense qu'il se retournerait dans sa tombe s'il voyait ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Parce que lui, il base tout justement sur le fait qu'on rencontre le visage de l'autre. Et que c'est ça qui nous rend frères humains, frères et sœurs humains. Il fait qu'on a de l'empathie pour l'autre. Et c'est même dans nos neurones miroirs. Si en face de toi, tu as quelqu'un qui est masqué, en fait, tu as beaucoup moins de respect, beaucoup moins d'empathie, beaucoup moins de douceur. Tu vas peut-être lui rentrer dedans. Parce qu'en fait, c'est un objet, c'est pas une personne. Et donc, le visage est très très important. Et c'est toute la perversion de cette mesure-là sur les masques qui n'a aucun sens épidémiologique. Hein. On peut revenir sur l'histoire des masques. Moi, je suis pas anti-masque ni pro-masque. Je dis il y a des indications, il y a des moments où c'est utile. Puis là où on nous a dit de les mettre, c'est-à-dire dans la rue et à l'école, c'est n'importe quoi en fait. Ça veut juste rien dire. Et surtout la façon dont on le fait avec le masque chirurgical, etc. On pourrait dire qu'il faut des masques FFP2 pour les gens fragiles, les gens qui ont peur. Tu vois, des masques très filtrants. Et voilà. Alors en Italie, c'est flippant parce qu'ils sont tous fermés dans leur masque FFP2, mais dans la rue, partout, ils ont tous il y en a 1 sur 10 qui a un FFP2, contrairement à en France où on en voit peu. En Italie, ils ont beaucoup celui-là, mais c'est flippant parce que là, il n'y a plus rien qui passe du tout. Donc tu te dis, ils sont enfermés 8 heures là-dedans, ils croient que ça leur fait du bien, mais bon, au bout d'un moment, c'est pas bon non plus. Ça ne me fera pas croire qu'être enfermé dans un masque FFP2 toute la journée, c'est bon non plus. Je peux concevoir qu'on l'utilise en médecine, etc. Alors justement, je voulais te demander, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, j'ai beaucoup pensé à tout ce qui s'est dit, à la stratégie qui a été menée pour en venir à faire accepter à la population ce masque. Qu'est-ce que tu en penses de cette pénurie de masques au début? Parce qu'on a partagé des vidéos d'entrepreneurs qui disaient qu'elle avait été fabriquée de toutes pièces, cette pénurie, pour justement imposer le masque derrière. C'est une stratégie de manipulation de masque, en fait, de créer un besoin, un manque, et surtout dans un moment important des soignants qui en ont besoin, pour ensuite l'imposer à la majeure partie du pays. Une fois qu'on a dit « je veux des masques », ben, c'est difficile de ne pas dire vas-y, ben, je me le mets. Donc, est-ce que tu penses que c'est ça qui a été mis en place? Moi, c'est ce que je pense, ou autre chose? Alors, c'est difficile. C'est une ligne rouge, en fait, hein, pour moi, sur laquelle je dois marcher, parce que très vite, si tu essayes de comprendre l'ensemble de l'affaire,
tu vas être taxé d'être complotiste, d'être conspirationniste, etc. Et donc, je suis pas sûr en vrai qu'il y ait besoin de comprendre tous les tenants et aboutissants en termes d'ingénierie sociale, parce que ça change pas grand-chose en vrai à la réalité pratique de ce qu'on vit. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai vu dans la narration médiatique et dans la narration gouvernementale des techniques hypnotiques et de manipulation que j'utilise au bloc opératoire de manière bienveillante, que tu peux utiliser, qu'on appelle l'hypnose conversationnelle ericksonienne. Moi j'ai vu tous ces éléments-là, en fait, utilisés un par un. Et j'ai fait quelques vidéos dessus. Comment ça se traduit? Je peux te donner un exemple, ce qu'on appelle le yes set ou séquence d'acquiescement. La séquence d'acquiescement, c'est... ça me fait rentrer dans l'hypnose assez loin, mais je pourrais expliquer mieux peut-être après, mais c'est l'idée que si tu veux faire accepter une idée à quelqu'un, tu vas commencer pas par l'idée qui est difficile à accepter, tu vas commencer par des évidences. On est tous les deux en train de discuter sur Internet. On a 1752 personnes qui nous regardent. La discussion porte sur les masques et la politique gouvernementale. Et la crise sociale est très importante. Et la solution, c'est peut-être le vaccin. Ah, tu vois, en fait, j'ai mis 5 évidences. Bonne vérité, la dernière, un mensonge au milieu. Voilà, la dernière, elle n'est pas du tout évidente, ou en tout cas, elle est super discutable. Mais toi, par effet d'entraînement, ça va pas forcément te choquer tout de suite. Il va falloir que tu fasses un retour critique. Et si c'est bien scandé, eh ben, ça va être extrêmement puissant. La crise l'épidémie est très grave. On va tous mourir. On n'a pas de traitement efficace. L'économie est en berne et on va devoir fermer. Enfin, les gens vont devoir fermer leur business, etc. On ne sait pas comment sortir de cette crise. Le vaccin est le seul espoir, peut-être. Ah, tu vois, et donc, au fur et à mesure, tu crées toi-même la réalité, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la séquence d'acquiescement. C'est vraiment une technique d'hypnose. Il y a une autre technique d'hypnose, ce qu'on appelle les flash inductions, c'est-à-dire il y a plusieurs façons de faire rentrer quelqu'un dans un état hypnotique, mais une façon extrêmement efficace, c'est de le mettre dans la confusion, de le mettre dans une situation qu'il a jamais vécue. Un truc où il sait pas quoi faire parce qu'en fait, c'est tellement nouveau que il est pas préparé. Donc, d'un coup, il y aura un blackout, en gros, dans les réseaux neuronaux, dans les synapses, et qui ouvrira une brèche dans le cerveau, quoi. C'est comme si tu avais mis un coin et crac, t'ouvres, et après, tu peux mettre ce que tu veux. En fait, c'est ça qui se passe, par exemple, dans les agressions ou les viols. La sidération. C'est la sidération complète. Exactement. Tu es dans quelque chose où le cerveau n'avait pas prévu que ça puisse arriver. Et surtout pas à toi. Et donc, et souvent, les gens qui ont subi une agression, pendant 3-4 jours, après, ils vont se dire, merde, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Et leur cerveau, il va le remâcher. Et parfois, pour les viols et tout ça, pendant des années et des années et des années, quoi. Avec même un sentiment de culpabilité, que ce serait de ta faute si tu n'avais pas bien réagi. Et ça, c'est une technique qui est utilisée en hypnose, en fait, dans les hypnoses de spectacle ou dans les hypnoses des narrations gouvernementales ou médiatiques. C'est de mettre en place une situation absolument incongrue, c'est-à-dire que tu n'avais pas prévu. Un exemple clé, par exemple, c'est les tours enflammées du World Trade Center avec les avions qui rentrent dedans, répétés à l'infini pendant 2 semaines dans le cerveau des gens le 11 septembre 2001. Peut-être tu t'en souviens. Oui, j'étais en histoire géo. Voilà, monsieur Alonso, j'étais en 6e. Il nous a passé le truc à la télé. Tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient. C'est un traumatisme, c'est une cicatrice dans le cerveau. En fait, on a créé un traumatisme dans ton cerveau. Et à partir du moment où il y a un traumatisme, en fait, on peut faire rentrer par ce chemin-là énormément de choses. Qu'est-ce qu'on a fait rentrer avec le 11 septembre? On a fait rentrer l'idée que le terrorisme salafiste était vraiment le grand danger dont on devait avoir peur toute la journée. Alors qu'en termes de nombre, tu vois, ça restait quand même assez modeste. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui ont perdu des proches, etc. Je veux dire, j'enlève pas ça, hein, et j'enlève pas le fait que c'était terrible. Mais simplement, ça a été utilisé pour mettre en place des caméras partout, un plan Vigipirate non-stop, Guantanamo aux États-Unis, le Patriot Act, donc pouvoir être mis en tôle sans motif, sans durée, etc. Si jamais c'était du terrorisme, c'est un truc qui est complètement hors de l'état de droit, qui est à l'inverse de tout ce qu'avaient fait les Américains et les Anglais sur la protection de l'individu contre l'arbitraire du pouvoir, qu'on appelle la Magna Carta et l'habeas corpus. C'est des textes de loi qui disent tu dois pas être mis en tôle sans motif, quoi. C'est l'arbitraire du prince, c'est niette. On doit protéger l'individu contre les folies du pouvoir.
Et ben, d'un coup, il y a une régression complète là-dessus. C'est le Et pouvoir ça dure depuis. Ça dure depuis, sans aucune justification de réalité, quoi. Et ça a été exporté ensuite en Europe et en France. La même idée d'une société sécuritaire où tout le monde doit avoir peur de tout le monde, où maintenant l'argument de vente numéro 1 d'un appart ou de location, c'est est-ce qu'il est bien sécurisé, tu vois. C'est du délire en fait, parce que tu mets les gens dans la peur permanente, l'insécurité permanente, et tu leur vends de la sécurité. Tu leur imposes de la sécurité comme la solution. C'est ce que est appelé aussi par Naomi Klein la stratégie du choc. Ça va même plus loin, ce qu'on appelle la stratégie du chaos, c'est-à-dire créer un choc pour ensuite, enfin dit autrement, imaginez que si les Américains ne peuvent pas conquérir économiquement un territoire, ben en fait ils vont aller faire la guerre là-bas, peu importe qu'ils la gagnent ou qu'ils la perdent, ben, ils vont semer le chaos, quoi, en gros, et la fureur. Et ben, le pays sera tellement détruit qu'après, pour le reconstruire, ben, ils vont conquérir économiquement le pays. Et donc, il n'y aura pas de problème. Et c'est un petit résumé un peu rapide de Naomi Klein. Faut lire la stratégie du choc, c'est extrêmement intéressant. Mais donc, voilà, on a des techniques de manipulation et d'ingénierie sociale qui sont extrêmement bien rodées. Qui ne sont pas neuves, en fait. Hein, c'est des choses qui étaient déjà là, la propagande. Ouais. Mais simplement, on regarde en face que les médias mainstream sont devenus des propagandistes. Ils sont pas là pour vous informer sur la réalité. Ils sont là pour vous montrer un miroir déformant. Ouais. Ils sont là pour vous montrer un miroir déformé de la réalité où vous ne voyez qu'une toute petite partie. Et ça, si tu reprends l'histoire de la philosophie au 4e et au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la démocratie athénienne, viennent s'introduire ce qu'on appelle les sophistes. Et à un moment, Platon, il écrit un texte où il raconte, c'est dans la République 7 de Platon, il parle de l'allégorie de la caverne. Et normalement, on l'a tous appris à l'école, mais souvent, on s'en souvient pas assez bien. L'allégorie de la caverne, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont enchaînés au fond d'une caverne, et c'est des esclaves. Et ils vivent dans un monde où, en fait, ils croient que la réalité, c'est les ombres qui sont au fond de la caverne. Et ces ombres, c'est quoi ces ombres? En fait, c'est des sophistes qui ont un capuchon sur la tête, tu vois, une robe avec un capuchon, quoi, des gens inquiétants. Et qui agitent des espèces de petites formes qu'ils ont fabriquées en bois, etc., devant un feu, et qui font se projeter sur le mur du fond des ombres. Donc il y a un petit canard, un petit, etc., et puis il raconte des espèces d'histoires en permanence idiotes et qui ne correspondent pas à la réalité. Et les gens, les esclaves, sont fascinés par ces histoires-là, et ils regardent, c'est ça la réalité, quoi. Et ils sont bloqués. Et puis dès qu'ils essayent de regarder derrière pour voir la sortie de la caverne, en fait, on leur réagite une nouvelle forme, une nouvelle histoire pour les maintenir complètement hypnotisés sur le mur de la caverne. Mais si on va jusqu'au bout, et c'est une des problématiques auxquelles on est confronté, c'est que le philosophe, dans cette histoire, c'est celui qui a vu où était la sortie et où était la lumière. Bah, si le philosophe, il arrive et il dit « mais on est en train de vous mentir, on vous fait voir des ombres » et il dit aux esclaves ça, et il essaye de les libérer, en fait, les esclaves le tuent. Ah, ça veut dire… Et parce qu'ils vénèrent ce truc-là, parce que c'est le seul truc qu'ils avaient. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à en sortir. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas se faire tuer. Ben, pas du tout. Au contraire, il faut y aller doucement. Il faut accepter que les gens, ils en sont à une certaine étape de leur compréhension des choses. Et je reviens sur cette idée d'empathie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher prise et se mettre en conformité. Vous n'avez pas besoin de remettre les chaînes. Par contre, il faut être nombreux. Parce que si le rapport de force s'inverse, d'un coup, il y a un dialogue qui peut émerger. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si vous partez de l'école, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, et que vous vous mettez dans ton école des parents là, dont tu as parlé, c'est très bien. C'est une voie de résistance, mais il va falloir tenir, il va falloir faire Pâques, se grouper et attendre que ça passe, quoi. Et ça va être dur. Ça va nous poncer, en fait, tout le long, quoi. Y a une autre chose, c'est que si jamais vous sentez qu'il pourrait y avoir quelques brèches, c'est de se grouper à des parents d'élèves qui sont dans des écoles différentes, mais qui sont d'accord sur cette idée qu'on est dans une perversion pour l'enfant. Et puis, d'aller à la sortie d'une école par jour et de commencer à être 15, 20, 30, pas masqués, tenant le rapport de force, avec des tracts. Et au début, peut-être juste rien faire, juste être là, montrer que en fait, c'est possible. Puis voir s'il y a des gens qui viennent vous voir pour vous dire non, mais il faut mettre le masque, par exemple. Là, vous dites ah, c'est intéressant, tu veux bien en parler? Parce que nous, on a réfléchi sur le sujet, on pense qu'il n'y a pas besoin de le mettre. C'est presque de la pédagogie, comme ils disent à la télé, là, les Macron, il faut faire de la pédagogie. En fait, c'est à nous de faire de la pédagogie plus avec les gens parce qu'ils se font manipuler de l'autre côté, quoi.
Ouais, et même pas de la pédagogie, je pense au départ, c'est juste dire ce que toi tu ressens. En communication non violente, on dit, c'est pas dire à l'autre tu dois faire ça, c'est dire moi tu sais, Voilà ce que je pense. je ressens ça en fait. J'ai l'impression que je fais du mal à mon enfant. Et c'est pas j'ai l'impression, je sais que je fais du mal à mon enfant en lui imposant le masque, et je sais que je fais du mal à la société en mettant ce masque, et qu'en plus c'est inutile pour moi. Ça protège personne et ça me protège pas. Est-ce que tu veux bien en parler et me donner ton point de vue? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Et l'autre, il va devoir défendre son point de vue. Et s'il dit tu dois faire ça, là tu dis non, t'as pas à parler pour moi. Tu parles pour toi en fait. Tu parles au jeu en souveraineté quoi. C'est une des choses qu'on fait en communication non violente, c'est de revenir à cette idée du je. Je pense ça, je ressens ça, je vois les faits comme ça. Et moi j'ai besoin de ça. Ça c'est inattaquable parce qu'il y a personne qui peut dire ce que tu dois penser ou ce que tu dois ressentir. Oui. Et s'il te le dit, c'est pas légitime quoi. Donc, je sais pas si je suis clair quand j'explique ça, mais ça change tout en termes de dialogue, parce que d'un c'est coup, bien tu ouvres amené. des possibles. T'es bloqué là, t'es freezé. Ah oui. Non, c'est bon. Il y a un bouquin qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg, qui est un des pères de la communication non violente. Et le titre lui-même te dit ça. Les mots sont des murs, c'est-à-dire tu vas buter, ou bien ce sont des fenêtres, ça ouvre des possibles. Et ça dépend vachement de où tu te mets pour parler. Je vous donne un exemple. Je pense que c'est important de rester en lien, puisque c'est ça qui est le plus important pour les gens, c'est de rester en lien. Et donc, si vous restez à l'école, mais que vous essayez de vous mettre en lien, il va falloir être patient. Il faut accepter que c'est pas tout de suite. Vous obtiendrez pas la victoire sur le boss de fin de niveau tout de suite, quoi. Il va falloir y aller progressivement, boss de fin de niveau par boss de fin de niveau. Déjà avec l'institutrice, allez la voir et lui dire, tu sais, t'es importante pour ma fille. Elle était importante pour moi. C'est important que mon enfant il aille à l'école et qu'il apprenne des choses. Qu'en plus, il a ses amis. Elle a ses amis et j'ai pas envie de la sortir de l'école. Et en même temps, et là vous dites et en même temps macronien, parce que c'est le grand annulateur en programmation neurolinguistique. C'est le premier cours de programmation neurolinguistique. Tu peux tout dire avant, tu dis mais c'est exactement. Bon. Ouais, on te dit c'est le grand annulateur. Tout ce que tu as dit avant. Donc jamais de mais. Et ça, il l'a bien compris, notre président, il a fait le premier cours de communication, de programmation neurolinguistique. Bravo, il a réussi à suivre ça jusqu'au bout. Mais donc, vous pouvez l'utiliser aussi, dire, voilà, il y a tout ça. Et en même temps, j'ai vraiment l'impression de faire du mal à mon enfant quand il met le masque. Est-ce que tu serais d'accord qu'on en discute? Déjà ça. Parce que si vous essayez d'abord de lui dire, est-ce que tu serais d'accord qu'on enlève le masque? Vous n'avez même pas fait le chemin pour, déjà, on en parle. Et là, vous allez tomber sur quelqu'un qui peut-être a peur pour lui-même, et parfois à juste titre, hein. Peut-être c'est quelqu'un qui est obèse, hypertendu, diabétique, qui a une maladie, vous savez pas en fait. Donc faut aussi respecter ça, hein. Il y a des instituteurs et des professeurs qui sont fragiles en vrai. Et donc là, faut écouter cette fragilité. Et peut-être vous pouvez proposer une stratégie alternative, dire tu sais quoi, en fait j'ai amené une boîte de masques FFP2. On s'est cotisé avec les autres parents, on t'offre des masques FFP2. Est-ce que tu serais d'accord de les mettre et puis de laisser mon enfant juste le mettre sous le cou, voilà. Tu fais semblant de rien voir. Vous allez voir si ça peut marcher. Ça, ce serait cool si c'est ça. Mais souvent, il y a autre chose, c'est non, mais c'est pas pour moi, c'est pour pas le transmettre à d'autres gens. Et donc, si l'enfant me le donne et qu'ensuite, tu sais, je rencontre beaucoup d'enfants, donc je risque moi de transférer le virus à d'autres gens. Et si ça se trouve, ma maman qui est un peu âgée, elle risque d'être malade. Bah là, vous pouvez revenir sur les faits. Hein. Les enfants sont pas vecteurs, ils sont pas contaminants, ils sont pas machin. Et pareil, le FFP2 te protège, alors que ton masque merdique chirurgical, déjà, il faudrait que tu le changes toutes les 4 heures, etc. Il est dégueulasse, tu le jettes par terre, enfin, il traîne dans ta poche, ça sert à rien, quoi. Et donc, vous pouvez ouvrir une discussion là-dessus, quoi. Et si ensuite, il peut y avoir un autre problème, c'est, non, mais tu sais, moi, c'est mes tutelles. Tu sais, ma directrice, si jamais je risque de perdre mon boulot, quoi. Ça va être, je vais être en tension avec les autres et tout ça. Et là, c'est un point clé, quoi, ça. Parce que ça veut dire qu'il va falloir travailler à plein de niveaux différents et travailler avec tous les autres profs et juste déjà essayer d'ouvrir le dialogue, dire d'accord, est-ce que tu serais d'accord qu'avec les parents qui sont d'accord avec moi et avec toi, on demande une discussion avec tous les profs, une réunion de parents d'élèves et avec la directrice? Déjà ça. C'est des petites victoires, mais si vous y arrivez, c'est déjà super, quoi. Puis ensuite, là, elle va vous dire non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, le problème, c'est les autres parents. Ils veulent masquer leurs enfants, quoi. Donc, comment je fais avec ça, quoi? Parce qu'en gros, je vais me faire dénoncer et donc là, il va falloir commencer à travailler avec les autres parents.
Et pour travailler avec les autres parents, ce que je vous ai dit, peut-être une idée stratégique, c'est de commencer à être nombreux et à provoquer le dialogue quelque part, juste en commençant à afficher des tracts. Vous n'avez pas besoin de les donner aux gens. Juste vous mettez à 15, vous montrez que vous êtes joyeux, drôle, que vous vous serrez dans les bras, que vous faites la bise, que les enfants ils sont vachement plus contents d'être ensemble. Et en plus c'est vrai, vous allez vraiment être content de trouver des gens qui pensent un peu comme vous, parce que on est complètement asphyxiés dans cette société-là, et de retrouver juste quelques personnes où on a l'impression qu'ils sont pas devenus fous, c'est merci d'exister quoi, ça fait du bien. Quoi. Et, donc nous, nos réunions, là, Réinfo Covid à chaque fois, mais c'est une bouffée d'oxygène, on reprend de l'énergie, de la grinta, de la patate, quoi. En plus, les gens, ils sont lumineux, ils sont intelligents, ils pensent au bien commun, enfin, ils sont gentils. Je veux dire, il y a pas photo, quoi. Ouais, c'est clair. C'est mieux que ce qu'on nous propose de l'autre côté. Ouais, moi, j'ai perdu des amis, si tu veux, et j'en suis triste parce que je pense que je suis allé à essayer de les forcer, et j'aurais dû rester en lien, coûte que coûte, en fait. Pas lâcher ce que je pense, mais rester en lien et accepter là où ils en sont. J'ai perdu le lien. Je pense que c'est une erreur, mais bon, voilà. Moi, j'étais sur mon chemin d'apprentissage aussi, hein. Mais j'ai rencontré en 3 mois plus de personnes que dans toute ma vie, et avec un niveau de bienveillance qui permet d'imaginer un monde meilleur, d'avoir vraiment de l'espoir en fait. Et donc, alors justement par rapport à ça, moi je t'ai vu dans les médias au début. D'ailleurs, on s'est fait censurer sur une de tes vidéos, j'ai oublié de te le dire, mais oui, on a partagé ton passage sur CNews Survécu qui a bien tourné, et on se l'est fait sauter. C'est comme ça qu'on t'a connu. Finalement, c'est à la télé, et on trouvait que tu avais vraiment un discours différent, complètement juste, et qui prenait le contre-pied de toutes les conneries qu'on nous racontait. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des médecins qui font ça, donc ça nous a interpellés. Pourquoi toi tu fais ça, et pourquoi tous les autres, la plupart, ne font pas ça? Est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui, la médecine, au niveau des conflits d'intérêts notamment, du financement? Est-ce qu'on peut dire que ces gens-là sont corrompus, ou est-ce que c'est plus compliqué? Non, je pense que c'est plus nuancé que ça. C'est plus compliqué à décrire. Je suis loin d'être seul en fait. La réalité, c'est que dans le collectif, là, on a près de 300 ou 400 médecins, soignants, chercheurs, universitaires. Et en termes de société civile, voilà, on a, je crois, 35 000 abonnés à la newsletter. Enfin, tu vois, on est loin d'être seul, quoi. Ouais, c'est pas mal. Alors que nous, on n'est pas une agence de com, quoi. Hein. On passe pas dans les médias grand public, etc. Enfin, on invente au fur et à mesure, quoi. Donc, et ça en 2 mois. Donc, quelque part, notre start-up, un peu, on est même en crise de croissance, quoi, si tu veux. Le tout dans une économie du don, avec pas d'argent, quoi, que du bénévolat et tout ça. Enfin, quelque part. Et si on avait les milliards du truc, waouh, je pense que on aurait déjà retourné complètement comme une crêpe la narration, quoi. Mais pour nous, c'est important ce chemin-là aussi, d'être dans le don, dans le bénévolat, d'être dans la transparence sur nos besoins et tout ça. Mais donc voilà, je suis loin d'être seul déjà. C'est ça, ça peut rassurer les gens. Il y a plein d'autres médecins en fait qui pensent qu'il y a un problème. Après, il y a la question de l'ouvrir et de commencer à parler, parce que en fait, il y a un moment où, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut transformer la colère en courage. Et ça veut dire qu'il va falloir aller voir en face tes peurs et accepter les risques. Donc, si tu es un curseur de la prudence qui fait que tu risques de perdre ton boulot, tu risques d'être ostracisé par tes collègues, tu risques de passer pour un blaireau, tu risques d'être traîné dans la boue par les médias, c'est ça qu'ils vont faire dès qu'ils pourront en fait, ils trouveront un dossier sur toi. Tu ne passeras dans les médias d'ailleurs que si ils ont un dossier sur toi qui te permet de vraiment te traîner dans la boue, d'être accusé de tous les maux de la terre. En fait, est-ce que tu es prêt à vivre ça, quoi? C'est pas facile, quoi. Et donc il y a une histoire de courage là-dedans. Et je pense qu'on est un temps héroïque. Je dis pas ça, voilà, c'est vraiment. Je pense que tout le monde et tous les gens qui se soulèvent, toi, on est tous des sortes de héros en fait. C'est-à-dire qu'on a accepté cette idée que le chemin vers lequel on nous emmène en fait est inacceptable et que il n'y a rien de plus important ici et maintenant à faire que de résister. Et c'est même pas forcément un combat, c'est juste résister, quoi.
C'est dire non, en fait. Et moi, c'est non dans une manière non violente, hein, façon Gandhi ou Martin Luther King. C'est dire, je vais pas essayer de convaincre les gens, hein, je vais même pas essayer de décapiter le pouvoir ou je sais pas quoi. En fait, je m'en fous, quoi. Je vais juste dire non, quoi, et tenir le rapport de force. Et expliquer pourquoi je dis non et inviter au dialogue tous ceux qui veulent bien venir dialoguer. Et c'est vraiment une voie de la paix, quoi. Et parce que je pense que la spirale de violence dans laquelle on nous emmène, elle peut être, enfin de totalitarisme, elle peut être accompagnée d'une spirale de violence. Elle va même être accompagnée d'une spirale de violence. C'est ce qu'on appelle la violence mimétique chez René Girard. C'est un penseur justement de la violence et du bouc émissaire français qui a bossé à Stanford. Et c'est hyper intéressant à lire. Hein. La violence et le sacré, ça s'appelle. C'est assez lisible. En fait, c'est cette idée que dès qu'il commence à y avoir de la violence d'un côté, bah, il y a encore plus de l'autre, quoi, jusqu'à un paroxysme, en fait, une espèce de guerre totale où on va sacrifier des innocents. Bah, moi, je cherche une autre voie que ça, qui est celle de la paix. Or, cette voie, elle est très peu portée dans le monde aujourd'hui. T'entends pas à grand monde dire qu'il va faire un parti de la paix, etc. Pourtant, c'est une voie qui est hyper riche, qui est hyper rassembleuse, où il y a plein de gens qui viennent derrière, parce que, en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des êtres d'amour, vraiment, très profondément. Et l'amour est de pardon, en fait, et de rachat. Et souvent, l'amour, quand il se termine, même, il se termine par une réconciliation. Et donc, laisser la porte ouverte à une réconciliation, c'est hyper important. Or, aujourd'hui, si jamais tu veux parler en tant que médecin, bah, tu vas être dans le conflit tout de suite. Parce que tu vas être contre l'ordre des médecins, tu vas être contre la doxa dominante, tu vas être contre plein de... je jette mon téléphone parce que ça devait faire bip 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 bip. Bien réagi. Alors pourquoi les médecins bougent pas? Par lâcheté. Ah, il faut le dire, le mot est lâché, quoi. Par lâcheté. Par confort. En fait, c'est plus confortable. Et tant que leur confort est pas atteint, c'est-à-dire que tout va bien, quoi. Globalement, ils font semblant. Par une docilité au protocole. Cette idée que finalement, progressivement, au fur et à mesure des études, et ça dure 10 ans, ou 11 ans pour moi, par exemple, ou même plus pour... voilà, je continue à faire des études, je passe encore des diplômes aujourd'hui, tu vois, j'ai 41 ans, donc ça s'arrête jamais, quoi. C'est à la fois... Ouais, on dirait un petit trentenaire, j'ai 41 ans. C'est mon côté juvénile et joyeux. Non, j'ai 41 ans, je commence déjà à accuser le coup. Mais on t'apprend au fur et à mesure des études médicales à passer des concours, à passer des examens, à apprendre par cœur des choses que tu ne dois pas questionner puisqu'il s'agit de les apprendre par cœur et qui remplacent ton gros bon sens et qui vont être le socle sur lequel tu vas baser ensuite du monde. Or, ce socle, de plus en plus, il est basé sur le fait que tu sois docile au protocole. Aujourd'hui, un bon interne, c'est des bébés docteurs, hein, un bon interne, c'est pas quelqu'un qui est intelligent, humain, courageux, inventif. Non, c'est quelqu'un qui est docile au protocole. S'il fait bien step 0, step 1, step 2, step 3, step 4, eh ben c'est parfait, il a tout bon. Il a 20 sur 20. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a prolétarisé, c'est un mot compliqué peut-être, mais ça veut dire qu'on a fait perdre des savoirs, fait perdre les savoir-faire, fait perdre les savoir-être et perdre surtout les savoirs théorisés aux médecins eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont plus capables d'avoir un regard critique même sur ce qu'ils font. Et ils ont beaucoup de mal à avoir un regard critique sur la science elle-même, la fabrique du savoir. Or, la fabrique du savoir elle-même, les publications scientifiques, etc., sont complètement frelatées. C'est pas moi qui le dis, c'est l'éditeur en chef du New England Journal of Medicine, du Lancet, Richard Horton, Kamran Abbasi, du BMJ, qui disent la publication médicale est passée du côté obscur. De toute façon, on le sait depuis des années, moi. Exactement, il n'y a rien de nouveau. Et en fait, si tu veux, dans cette crise, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui est... Mais c'est juste, tout arrive ensemble. La corruption de la médecine elle-même par les laboratoires pharmaceutiques. Et par corruption, j'entends pas que les gens sont corrompus individuellement. C'est-à-dire, oui, tu peux toucher de l'argent, etc. Il y a ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Je les ai pas dit d'ailleurs, mais moi, j'ai 450 € de conflits d'intérêts sur la base Transparence Santé, qui est la base qui recense les conflits d'intérêts. Et en fait, c'était les staffs du service où on me faisait signer toutes les semaines. Je savais pas, en fait, je me rendais pas compte. C'était des labos qui amenaient un goûter, quoi, avec du jus d'orange, voilà, des croissants. Et à chaque fois, bim, 15 €, 20 €, 35 €, etc. Et jusqu'à 450 €, jusqu'à ce que je comprenne, et ils se disent basta en fait, voilà, je signe plus jamais, j'y vais plus jamais quoi. Mais en fait, les gens ils le savent même pas. Et ça c'est le dessus de l'iceberg. C'est que tu as toute une corruption qui est beaucoup plus profonde.
Et bah alors déjà, sur cette corruption-là, il y a des gens qui sont à un niveau, tu vois, tu prends des gens comme qui parlent à la télé, voilà, je vais pas dire de nom, ça sert à rien, mais ils ont La plus de nana, 300, là, la nana qui parle à la télé, là, par exemple. par exemple. On arrive à des 250 000 ou 350 000 euros juste sur cette base-là. Et ensuite, tu as le dessous de l'iceberg de gens qui, en fait, ont des stock options, des produits financiers au sein des entreprises. Ça, tu le vois nulle part. Le patron du conseil scientifique anglais, Patrick Vallance, il a 500 000 livres sterling d'actions chez GlaxoSmithKline. C'est une firme vaccinale. Et il a touché, Eh oui. entre 2012 et 2018, 5 millions de livres sterling de dividendes. C'est le secteur de la société le plus profitable. Enfin, la santé, c'est le truc le plus profitable. Donc, ils ont des moyens colossaux. Ils peuvent diriger. Ouais, donc du coup, ils sont tous. Ouais, il y en a qui sont vraiment corrompus à hauteur de plusieurs millions d'euros par an. Ouais. Mais en fait, ouvrez les yeux et faites ce journalisme d'investigation. Si vous regardez les gens qui sont au conseil scientifique en France et que vous faites l'effort, que vous convoquez Anticor, etc., si vous regardez les gens qui sont au gouvernement, etc., vous allez découvrir des choses qui vont vous laisser pantois, en fait. Qui ferait que, mais ils ne devraient pas pouvoir prendre une décision publique qui concerne le bien commun. Parce qu'ils ne sont pas intéressés au bien commun, ils sont intéressés à... Alors après, voilà, c'est pas... Moi, je dis pas que c'est forcément mal ou bien. Je dis juste qu'il y a une confusion des genres qui fait que c'est pas faisable. Et je reviens sur cette idée de la parité. La parité, c'est rester avec tes pairs, c'est-à-dire rester intégré dans ton groupe social. Je pense que pour de très nombreux médecins, maintenir la narration dominante, c'est ne pas être exclu de leur groupe social. C'est permettre de garder la parité. C'est leur groupe d'amis. Exactement. Et il se trouve que tu vas préférer la parité à la vérité. L'humain, il préfère la parité à la vérité. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et parce qu'on est cet être de lien très profondément. Et en psychologie sociale, on dit que tes opinions, ce que tu dis, etc., en fait, sont des tickets d'entrée dans un certain groupe social. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu les penses vraiment ou que tu les ressens vraiment. Et d'ailleurs, tu vois parfois, avec différents copains qui ont des sensibilités politiques différentes, ton discours, il va pas être exactement le même. Tu vas t'adapter, en fait, quelque part, à être un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus écolo, un peu plus... En fait, et te rends compte que toi-même, tu es dans une compromission, ou que, toi, finalement, c'est assez labile, même en toi, sans que t'es pas si certain de ce que tu penses, ni rien. Et donc, ça, c'est vraiment une donnée fondamentale à comprendre. Et une donnée fondamentale à comprendre pour essayer de... Donc là, vous allez avoir des gens qui parlent, qui sont déjà un peu marginaux au départ, ou en tout cas qui ont suffisamment d'individuation pour pas avoir besoin de faire partie de tel groupe social ou de tel groupe social. Et c'est mon cas, si tu veux. Moi, je pense que je suis comme ça. Je le suis devenu comme ça. Ouais, aujourd'hui, je pense que tous les résistants, c'est des gens qui n'ont pas besoin du regard de l'autre pour exister. C'est en ça où ce sont des héros aussi. Ce sont des gens individués. Or, on a tout fait pour t'empêcher de t'individuer. C'est-à-dire, individuer, j'entends par là le fait de devenir toi, d'être vraiment toi-même. Avec toutes ces facettes multifactorielles, complexes, tu vois, espèce de joyau compliqué. Voilà, le docteur Fouché, il aime la permaculture, il fait de l'apiculture, il a des poules dans son jardin, il a des abeilles dans son jardin. Il pense qu'il faut élever les enfants dans la liberté et en leur garantissant un peu de sécurité, mais donc il faut être dans cette juste tension-là entre liberté et sécurité, mais plutôt de la liberté en fait, et que c'est plutôt les enfants qui m'apprennent des choses que l'inverse. C'est eux mes petits maîtres. Qui me redisent les choses importantes, qu'en fait on peut rigoler de voir comme une baleine, de faire une grosse blague, et voilà en fait qu'on n'a pas besoin d'être sérieux, que bouger, commencer à s'agiter, faire le fou, en fait rien que ça c'est rigolo quoi, on n'a pas besoin d'être toujours sérieux quoi. Moi mes enfants sont mes petits maîtres. Et donc à chaque fois que j'ai envie de leur imposer quelque chose, je me dis mais non en fait c'est eux qui ont raison quoi. Quelque part pourquoi je leur impose ça en fait. Donc, enfin voilà. Donc, et en même temps, voilà, je suis médecin réanimateur, mais dans la réanimation, je perçois aussi que on est au pic pétrolier, qu'on est au feu de joie énergétique de l'humanité, qu'on est au moment où en fait on est en train de détruire notre monde et nos ressources de manière très importante et qu'on court droit dans le mur en fait en termes d'exploitation du monde. Et donc voilà, je suis en lien aussi avec des gens qui font des écolieux, qui font de l'éco-construction, qui font de la gouvernance partagée. Enfin voilà, tout ça c'est aussi complexe que ça.
Et donc ça, c'est moi, en partie, hein, parce qu'il y a encore plein d'autres parties dont je vous parle pas là. Et vous avez des gens qui ont plus tellement ça, qui ont pas eu le temps de s'individuer, quoi. Ils sont juste médecins. Point. Et donc, ils doivent appartenir à la caste des médecins. Point. Et de la bourgeoisie nantie des villes qui lit les Échos, Le Point, Le Monde, Libé, et qui pense que c'est ça la vérité. Et qui n'a pas envie qu'on lui dise mais non, Le Monde est financé à hauteur de plusieurs millions d'euros par Bill Gates. Vous croyez qu'ils sont anodins sur l'histoire des vaccins, enfin, qu'ils vous racontent la vérité? Bien sûr que non, quoi. Et donc, les gens, ils se cachent derrière leurs petits doigts. Ils veulent pas voir des choses qui sont pourtant évidentes, quoi. On est dans une crise sanitaire, on est dans une crise sociale, on est dans une crise démocratique. On est en train de partir vers une tyrannie, on est dans une crise économique, on est dans une crise sociétale. Et rien de tout ça n'est nouveau, si tu veux. Ça fait des années et des années que ça s'empire. On est même au bord d'un génocide d'une certaine manière. Ouais, avec les personnes âgées, c'est incroyable que les gens réagissent pas. D'autant que, mais là c'est plus technique, mais on a des traitements qui marchent très bien pour le Covid-19. Donc, pourquoi est-ce que on vous bourre le mou avec un vaccin dont on ne sait pas s'il marche, dont on pense qu'il est très probablement très toxique, dont les gens qui eux-mêmes étaient chez Pfizer, etc., font des warnings en vous disant attention, dans le spike, dans le morceau de spike, il y a aussi de la syncytine. Ça veut dire que vous allez faire des anticorps anti-syncytine. La syncytine, c'est une protéine qui est absolument nécessaire à la placentation, c'est-à-dire au fait de pouvoir avoir une grossesse. Donc on est en train de toucher à la stérilité, enfin à la fertilité de manière directe. Waouh! Il faut arrêter ça tout de suite et demande l'arrêt complet de la recherche sur ces vaccins-là. Quand des gens, voilà, qui étaient anciens directeurs chez Pfizer, quoi, et puis des gens qui sont au Bundestag, etc., en Allemagne, disent ça. Pourquoi on les entend pas, en fait? Pourquoi on les écoute pas? Donc là, ça veut dire qu'il faut regarder en face. Le problème, c'est qu'ils le disent pas assez et sur des médias de grande écoute, comme tu l'as très bien dit, les médias sont complètement corrompus, eux. Soit ils sont rachetés par des milliardaires, soit ils appartiennent à l'État et du coup, l'information, elle passe pas correctement. Je veux dire, à la base, en France, personne veut du vaccin. On l'a bien vu, les gens n'ont pas confiance. Et d'ailleurs, ils sortent, je sais pas si tu as vu, mais leurs sondages, tu sais, les gens utilisent les sondages pour dire regarde, les gens sont pas d'accord, mais eux, ils les utilisent pour manipuler l'opinion publique. Quand ils annoncent un sondage à 59, ou regarde aux États-Unis, ils l'annoncent à 58. Là, ils l'annoncent à 59. Parce qu'ils savent que c'est à peu près, c'est même plus que 60 qui sont contre, je pense, mais en l'annonçant à 59, on tend vers le 50. Donc, on tend vers l'équilibre. Et quand on tend vers l'équilibre, après, on peut tenter de passer de l'autre côté. Donc, non, mais bien sûr, c'est archi documenté que les instituts de sondage sont complètement corrompus. Ils sont en fait des outils de manipulation d'opinion. Donc en fait, moi je pense qu'il faut juste arrêter de regarder. C'est mon cas, hein. J'ai pas de télé, j'ai pas d'écran. Globalement, je suis obligé d'être sur Internet là pour cette histoire-là. Mais si je pouvais ne pas être sur Internet, j'irais pas. Ou alors je regarderais juste des tutos de permaculture et ça m'irait très bien, quoi. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Il faut se décrocher. Je m'en fous quoi de la crise du Covid-19, à part pour mon travail, hein, où là je m'en fiche pas et je suis très content d'avoir appris plein de choses. Mais ouais. Moi, je vois les choses comme ça. C'est-à-dire, on t'a enlevé l'intelligibilité sur la réalité. On t'empêche de voir la réalité. Comme on te fait voir des ombres. Et on te brouille les messages systématiquement. On donne des chiffres faux. On passe ton temps à te montrer des choses fausses, etc. On a montré dans les réanimations des gens en scaphandre pour intuber. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, il y a des gens qui ont fait ça, mais c'est parce qu'ils sont devenus fous. La réalité, c'est que sur la transmissibilité de ce virus, moi, j'intube avec un FFP2 et personne n'a été malade. Et voilà. Donc, c'est du délire, mais ça fait peur aux gens. Et donc, c'est une narration que de la peur et de la culpabilité en permanence. Les gens qui cherchent à vous faire peur et à vous rendre coupable en permanence, en général, n'ont pas des très bonnes intentions à votre égard. Donc, on a enlevé ce que j'appelle l'intelligibilité sur le réel. C'est-à-dire, le réel, c'est devenu un truc virtuel, en fait. Le virtuel est plus réel que le réel. Et en plus, vous êtes tellement connecté tout le temps par votre téléphone qui vous envoie des tweetos, des je sais pas quoi, que vous vivez dans ce monde-là. Donc, pour moi, la première mesure, c'est d'arrêter les téléphones portables. C'est d'éteindre, à part pour appeler les gens que vous aimez, c'est d'éteindre Internet. Dès que vous pouvez, vous éteignez Internet, vous éteignez la télé. Vous vous protégez, en fait. Vous revenez au réel, vous touchez des arbres, vous touchez des vrais gens, vous discutez dans la rue avec les gens. Et déjà, ça va beaucoup mieux.
Tu veux rebondir Mais là-dessus? les gens ont peur. Je pense que les gens ont peur de faire ça parce qu'ils ont l'impression que s'ils décrochent de leur téléphone, ils n'ont plus personne, justement. Parce que comme on nous a réunis sur ces outils de réseaux sociaux et comme tu le disais tout à l'heure, notre côté humain, notre côté être social, il se définit par le fait qu'on va se dire, par exemple, tiens, Louis, elles sont sympas tes nouvelles lunettes, et puis t'es passé chez le coiffeur, t'es tout beau ce matin. Donc, on va t'envoyer du positif, du coup, tu vas le recevoir et ça va valoriser un petit peu ton être. Et du coup, ils jouent avec ça sur les réseaux sociaux, ça va être le nombre de pouces, ça va être le nombre de commentaires. Et donc, les gens, ils sont construits pendant 10 000 ans sur un modèle de trucs en direct. Et là, on vient de les décrocher de ça. On les a mis dans un truc, un faux truc virtuel. Et du coup, ils ont l'impression qu'ils ont plus que ça. Donc, s'ils perdent ça, ils perdent tout. Mais moi, je suis carrément d'accord avec toi. Il faudrait passer par là. Et je t'ai entendu hier, ou c'était hier, je t'ai entendu dire à Marseille, ça m'a interrogé que peut-être les réseaux sociaux tomberaient. Enfin, j'ai entendu sur d'autres sources aussi que possiblement. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est juste c'est parce que tu es collapsologue que tu dis ça? Avant que je parle de ça, peut-être je vais juste finir. Ouais. Je suis d'accord avec toi. On nous a enlevé notre capacité à nous mettre en lien, mais on a bien voulu se la faire enlever. Hein. Et c'est un pacte avec le diable. Hein. Mais on l'a pas vu. On l'a pas vu, peut-être. Je pourrais revenir sur cette idée de pacte avec le diable, mais finalement, c'est avant ça. Si tu prends un enfant, qu'est-ce qu'il fait quand il fait un nouveau truc ou qu'il a fait un beau dessin? Et il dit regarde papa, regarde maman. En fait, il va vouloir te le montrer d'abord. Et il a besoin de ce regard de l'autre pour juste exister déjà. Et ça, c'est quelque chose d'hyper profond. Hein. Ça, c'est hyper loin. On a besoin du regard de l'autre pour exister. Or là, on t'a interdit le regard puisqu'on t'a masqué, on t'a distancié socialement. Donc c'est non content de te donner un outil de mise en lien alternatif, on t'a enlevé ta possibilité de te mettre en lien spontanément. Il n'y a pas d'œil sur leur schéma de masque, là. Il n'y a pas d'œil. Non. Ça, ouais. Mais il y a des gens qui mettent des lunettes noires, hein, quand même. Là, c'est inquiétant. Donc, on t'a fait perdre l'intelligibilité. On vient d'en parler, on t'a fait perdre la capacité de te mettre en lien. On t'a fait perdre la capacité de parler, c'est-à-dire de pouvoir avoir une capacité de publication. Finalement, c'est les médias mainstream qui ont monopolisé, en fait, l'ensemble de la parole sur ce que pouvait être la réalité. Et ils l'ont tellement bien fait que, comme tu l'as dit, en fait, chaque année, le monde diplomatique publie la carte des milliardaires qui c'était la couverture de Vécu pendant un an, ça. Ouais. Et donc, en fait, tu vois qu'il y a 20 familles qui se partagent le gâteau et ils font aucune rentabilité là-dessus. Hein. Ils gagnent pas d'argent. Donc, c'est bien que ça leur sert à autre chose. Et souvent, leurs médias même deviennent gratuits. Et c'était le slogan de Framasoft pour Dégooglisons Internet. C'était quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et effectivement, petit à petit, ces médias, ils sont même rentrés de manière interstitielle dans ta vie. Google, etc. Et sont dans tous les pans. Si tu veux sortir d'un Gmail, aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Hein. Pour effacer les 3000 mails en attente, les dossiers que tu as fait pour stocker ta déclaration d'impôt, je sais pas quoi, ton Google Agenda, ta Google Maps ou je sais pas quoi. C'est l'angoisse plus ton Google Drive. Faut y passer une bonne semaine, à mon avis, à temps plein et à accepter de renoncer à plein de trucs, quoi. À dire, non, ok, ça, c'est pas grave. Là. Et pour sortir le cancer de toi, quoi. Donc, ces médias, ils sont rentrés comme un cancer en toi. Et tu as du mal à les en sortir et ça fait que tu peux même plus parler. C'est-à-dire, toi et moi, on a une autre version de la réalité. En fait, on est entendu que par une toute petite frange de la population. Et puis, la dernière chose que ça nous empêche, c'est la capacité d'agir. C'est comme si on était face à un mur de verre d'impuissance. On est complètement impuissant à agir sur le réel. On peut rien changer. Et on nous explique toute la journée que de toute manière, on peut rien changer. Hein. Et que si on veut changer quelque chose, ce serait que en passant par les mêmes outils. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire une chaîne YouTube ou un compte Facebook que d'aller faire enlever les masques aux enfants devant l'école. Waouh! Tu vois, je me dis, mais il y a un truc qui va pas, quoi. Et donc, je pense qu'il faut être sur ces 4 points-là, c'est-à-dire l'intelligibilité sur le réel. C'est pour ça que Réinfo Covid donne des contenus critiques, que moi je parle sur le réel, en fait, qu'on fait des témoignages, on fait témoigner des gens, ce que vous faites avec Vécu, hein. C'est vraiment du témoignage ressorti direct pour dire, mais c'est ça la réalité, c'est pas ce qu'on vous raconte. C'est pour ça que nous, on se tue, j'en profite, je te coupe une seconde, mais on se tue à dire aux gens, depuis 2 ans, on est un média indépendant, on fonctionne sans publicité, on fonctionne sans subvention, on fonctionne sans actionnaire. Donc, ce qu'on veut, c'est l'indépendance totale, et moi, j'en suis le garant.
Et du coup, on ne peut fonctionner que d'une seule manière, par la collectivité. Et du coup, on fonctionne uniquement avec du don. Et donc, j'en profite pour placer aux gens, voilà, partagez le direct. Et puis, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre Tipeee, allez faire un don. Il doit être balancé par les modos. Et puis, pareil pour Louis Fouché qui fonctionne pareil avec son collectif. Donc, pour le moment, on n'a pas de aller don, on n'a même pas d'argent pour le moment. Mais Ah, un jour, d'accord, on je en crois que aura tu avais peut-être. dit ça. Ça viendra peut-être, mais pour le moment, on n'a même pas d'argent. Mais je rebondis sur ce que tu dis, c'est intéressant. Donc, il s'agit de reprendre l'intelligibilité sur le réel, reprendre une capacité de publication, une voix, en fait, capacité à parler. Donc, finalement, l'intelligibilité, c'est avoir des yeux, une bouche, des oreilles pour entendre et voir le monde. Après, le comprendre, c'est le cerveau, le tube digestif, le métaboliser. Et puis ensuite, parler, avoir une voix pour pouvoir dire ce qu'on voit et ce qu'on a compris. Et puis ensuite, se mettre en lien. Parce qu'on a dit, on nous empêche de nous mettre en lien. Donc surtout, se mettre en lien, se rapprocher des autres. Et avant d'essayer de convaincre des gens qui sont pas d'accord, c'est d'abord aller souffler sur les braises de ceux dont peut-être ils seraient d'accord. Avant même d'essayer de faire autre chose. Parce que vous allez voir qu'il y a plein de petites braises éparses un peu partout. Peut-être 10-15% de la population pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Et pense qu'il est seul et qu'il est devenu fou. Et souvent, il est que par Internet. Et il n'est pas vraiment en lien. Donc là, il faut se rapprocher, et même se rapprocher physiquement. C'est-à-dire être capable de faire des collectifs locaux. Et il y a un philosophe à Marseille que j'aime beaucoup, qui a travaillé avec les loups, qui s'appelle Baptiste Morisot. Alors vous entendez dans tout ce que je dis que j'ai un background de philosophie en vrai. Hein. Donc, ouais, carrément, mais moi j'adore ça. J'adorais la philo au lycée et tout, et j'aime bien parce que tu t'appuies sur des trucs. Ouais, mais pour expliquer aux gens, en fait, je fais pas que de la médecine, j'ai aussi fait de la philo. Et au départ, j'ai fait de la philosophie avant de faire médecine. Et puis après, T'as bien fait. là, je fais de l'anthropologie de la technique, c'est-à-dire j'ai fait un master 2 en anthropologie de la technique sur la chaîne Réinfo Covid. Si ça vous amuse, il y a un truc qui s'appelle anthropologie de la technique. Faut aller la chercher, hein, c'est une conférence, mais elle est très compréhensible et elle donne un regard un peu alternatif quoi mais elle date d'il y a 2 ans. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que cette conférence, elle a été censurée par les gens par le congrès qui m'avait permis de passer, au motif que ce que je disais était dangereux. Bon, vous verrez si c'est dangereux. Mais donc, il faut se mettre en lien. Et en fait, le fait de se mettre en lien va vous donner une capacité d'agir, une capacité de puissance sur le réel. Parce que, en fait, l'école des parents, là, comme tu l'as décrit, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. L'école de nos parents. Voilà, l'école de nos parents, ça s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait par le bouillonnement de plusieurs personnes. Réinfo Covid, c'est fait par la rencontre. Et nous, vraiment, on a cette vocation-là, Réinfo Covid, les gens tout seuls, de les rapprocher de collectifs. Puis les collectifs, les rapprocher entre eux et montrer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Là, tu vois, ton idée de l'école de nos parents, moi, j'ai hyper envie de la vectoriser à tous les collectifs, quoi, que tout le monde soit au courant, de faire circuler l'information. Et enfin, voilà, je pense que c'est vraiment ça. Et je reviens sur l'idée du don dont tu as parlé. C'est-à-dire qu'on cherche à nous enlever notre capacité à nous mettre en lien. Mais en fait, les gens, ils se mettent en lien. Ils ont un craving pour le lien. Ils ont tellement besoin de lien. Ils sont prêts même à accepter un masque pour rester en lien. Donc, il y a là, ça, si on joue là-dessus, entre guillemets, si on met en lien les gens sur quelque chose qui a du sens, il y a une telle attente. Tu vois, Réinfo Covid ou Vécu, on n'est pas né par une impulsion de notre part. Tu m'as demandé, mais pourquoi j'y suis venu? Mais moi, c'est un appel, en fait. C'est même pas moi qui ai décidé des choses. C'est l'instinct. Moi, j'ai juste suivi mon instinct depuis le début. Exactement. Je fonctionne comme ça. C'est l'instinct qui te parle. Après, il faut être un peu dans l'action quand même. Il y en a, ils mettent jamais rien en place. Mais on est un petit peu des gens d'action. L'instinct nous parle et au final, on va dans le bon sens parce que c'est comme ça. Et c'est presque même inexplicable. Nous, au début, Vécu, on l'a créé pour donner la parole et ça va te parler. On l'a créé pour donner la parole aux mutilés des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont sortis. Moi, je suis sorti avec eux le 16 novembre 2018. Le 16 décembre 2018, soit un mois après, Vécu naissait, pour donner la parole aux mutilés que les médias mainstream cachaient. Donc, si tu veux, j'ai même fait un face-à-face avec la patronne de BFM. J'avais été invité aux Assises internationales du journalisme et pendant 1 heure, on s'est tapé dessus parce que je lui reprochais, je lui dis pourquoi on est là, nous? Parce qu'au final, l'État a mis en place une stratégie de mutilation sur les gens et vous l'avez dissimulé. C'est-à-dire que vous parliez des casseurs pendant que les mecs, ils se faisaient arracher les yeux, les mains et tout le tralala.
Et ça, un qui était mutilé, ça en faisait rentrer 10 000 à la maison. Donc, du coup, on comprend que vous aviez besoin de temps, tu vois. Et en fait, enfin, bref, nous, on est arrivé parce que l'instinct, parce qu'il y avait un besoin et parce qu'on est dans l'action aussi. Bref, je te laisse continuer ton idée. Ouais, merci de ce partage-là. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un appel et il s'agit juste de se rendre disponible. C'est-à-dire d'accepter qu'en fait, il faut peut-être tout lâcher, quoi. Moi, j'ai accepté l'idée que peut-être je pouvais perdre mon boulot. J'ai accepté l'idée que peut-être je devrais fuir un jour. Tu vois, quelque part, je l'ai pas fait encore mon sac, mais je sais où je retrouverai mon épouse. On a convenu déjà. Si jamais je dois partir, si je suis inquiété physiquement. Non, et j'ai pas peur. En fait, c'est juste, je suis prêt. Je suis prêt à ça. C'est ça. Et je me suis juste mis disponible. L'autre chose, c'est que on cherche à nous enlever le lien, mais tout le monde cherche le lien. On cherche à nous empêcher de parler, mais tout le monde parle. Toi, moi, tout le monde retweet sur Internet, sur machin. Il y a des gens, des chaînes YouTube qui s'ouvrent tous les jours pour retweeter les vidéos de Gabin, les vidéos de Fouché, les vidéos de. Donc, et la réalité, c'est qu'ils sont complètement dépassés en fait. Les gens qui cherchent à tenir la vie, à l'empêcher de vivre. C'est que la vie, c'est le bordel. La vie, c'est le foisonnement, c'est le déferlement de tous les possibles. C'est le feu d'artifice permanent. Et en fait, c'est en train d'arriver. C'est hyper joyeux, quoi, ce qui est en train de se passer quelque part. Et la crise, elle nous amène, en fait, à sortir de la crise et à faire péter les murs, quoi. Et ils sont en train de péter. C'est ça la réalité. C'est que chaque fois que je parle, sans même le vouloir, il y a une déflagration de bienveillance, quoi. Qui fait qu'il y a d'un coup, il y a des gens qui se disent, en fait, au-delà de même ce qu'il dit, je ressens ça comme juste, parce que juste la posture est juste. C'est ça. Et en fait, c'est pas volontaire de ma part, c'est juste. Ça sonne vrai. Ouais, c'est ça. Dans un monde de fausseté où tout est faux, mais quand il y a une parole, un petit peu de vérité, que ce soit celle de tous ceux qui parlent en fait. Perron, c'est pareil, on ressent qu'il est gentil. Tout ça, on ressent qu'il est gentil et qu'il est précis, quoi. Raoult, on sent que en gros, il en a, voilà, il tient le coup, quoi. C'est dur, hein, qu'il est courageux et puis il donne des datas et il met l'ensemble de son set de data en open source. Enfin, voilà, on lui reproche d'être de pas dire la vérité. Le mec, il dit, allez-y, je vous donne tout, quoi. Moi, j'avais eu des doutes sur lui pendant le confinement parce que j'avais appris que celui qui gère sa com, c'est un LAREM. Il gère l'AREM dans le 6e arrondissement de Marseille. Du coup, c'est ce qui m'avait un petit peu mis le doute sur lui à un moment. Mais j'avoue que depuis, enfin, on voit bien que il est du bon côté de la barrière et je crois que vraiment, il va falloir sortir des distinctions qu'on a essayé de mettre, hein, d'extrême gauche, d'extrême droite, d'extrême centre, d'extrême vert, d'extrême truc. En fait, mais comme ils sont tous liés, tu sais, ils aiment bien l'opposition contrôlée aussi. Donc, il faut faire attention à cette opposition contrôlée. Moi, je reste toujours sur mes gardes. Bien sûr. Mais tu vois, Martine Vonner est sortie de l'AREM et c'est une résistante. Elle se bat comme une lionne à l'Assemblée pour essayer de maintenir la liberté, etc. Enfin, donc, finalement, tu sais pas où vont émerger les gens. De partout, ils vont émerger parce qu'il y a des gens, dans toutes les histoires de chevaliers, je sais pas si tu te souviens, il y a un moment, il y a le cavalier noir, il enlève son aume et il dit, je me suis trompé de camp. Et il change de camp. Et il devient un des guerriers les plus puissants du bien. Ce que les CRS ne font pas. Ouais. Et en fait, tu vas avoir des CRS, des policiers qui l'ont fait. Il y a le blog de profession gendarme. Donc, en fait, de partout, les gens, ils sont inattendus et les étiquettes habituelles que tu pouvais mettre, elles sont pas justes. Ce qui est juste, c'est d'aller voir la vérité de ce qu'ils disent et de qui ils sont. Et de sentir que parfois, il y a un loup. Il y a quelqu'un qui va dire une partie de la vérité, mais il va te faire passer un mensonge. Et ça, c'est ce que tu as appelé l'opposition contrôlée. Et il y en a. Il y en a parmi les médecins, il y en a parmi des gens qui animent des collectifs et qui ont pignon sur rue et qui bizarrement parlent dans les médias beaucoup plus que les autres. Tiens, voilà. Parce que moi, chaque fois que j'ai été dans les médias, c'est pour un dîner de cons. C'est que tu as 3 minutes, en gros, pour te faire passer pour un blaireau ou un fou. Et donc, tu t'en es bien sorti quand même. Ouais, mais c'est vraiment épuisant. C'est épuisant. Tu ressors, t'es rincé pour la journée, quoi. Et enfin bon, bref. Et puis en plus, ils sont rodés, ils ont plein de techniques de manipulation, etc. Faut déjà être assez costaud, quoi, en termes de rhétorique. Et tu te fais avoir quand même parce que tu es dans des émotions aussi. Au-delà de la tête, tu es pris dans cette espèce faut aller vite. Tu sais que tu vas avoir que 2 minutes pour en placer une. Et il faudrait arriver à pas placer tout ce que tu dois placer. Juste, voilà, c'est un exercice super dur. Et moi, par exemple, là, j'ai
décidé d'arrêter. Par exemple, j'ai répondu à aucun média la semaine dernière. Bien. Et pour dire, voilà, novembre, c'était le mois du combat. Décembre, c'est le mois où il faut veiller sur la petite flamme. Juste en prendre soin. Tout ce qui existe déjà, il faut la maintenir jusqu'à ce que la lumière reparte. Parce que là, winter is coming, quoi. Et donc, c'est il faut clair. Là, on est... Ouais. Et donc, il faut serrer les coudes. Je cite souvent La Horde du Contrevent de Damasio. C'est un livre de science-fiction qui est assez sympa à lire parce que c'est des gens qui marchent à contrevent, à contre-courant. Ils sont tous très différents les uns des autres et la narration est rigolote parce que chaque personnage parle différemment même dans le livre. Et ils ont même un symbole différent, etc. Et vraiment, il y a de tout, quoi. Il y a le Golgoth notamment qui est devant. Le Golgoth, il tient, quoi. C'est la brute, quoi. Et il mène le team. Et ils doivent monter à contrevent au bout du monde. Et le vent, mais c'est un vent, mais c'est pire que le Mistral chez nous. Il y a des cailloux qui viennent, ils doivent s'arrimer avec des chaînes, tu vois, à des énormes rochers pour tenir, etc. Quand ça déferle. Mais ils doivent continuer d'avancer, ils n'ont pas le droit de faire demi-tour. Et ils se font poncer, quoi, par ça, jusqu'à trouver le meilleur de ce qu'ils ont à l'intérieur, quoi. Et ben nous, je pense qu'on est comme ça, quoi. La résistance, c'est ça, c'est de tenir face au vent. Le temps que ça passe parce que ça va s'effondrer tout seul. Et je continue sur cette idée d'effondrement tout seul. C'est que on voulait nous empêcher d'être en lien, mais en fait les gens sont en train d'essayer de se mettre en lien de partout. On voulait nous empêcher de parler, mais on parle de partout. On voulait nous empêcher de comprendre. On n'a jamais aussi bien compris tous les mensonges. Moi, il y a des choses, ça fait 30 ans que je vis avec, et j'ai compris il y a 2 mois, quoi, ou il y a 2 semaines. Des choses, je fais, oh, waouh, il y a ça, c'est énorme. Comment on l'a pas vu avant, quoi? Ça allait pas. Ben, nous, on le pensait, on voyait bien, parce que nous, ça fait 2 ans qu'on est dans le combat. Avant, on était un peu plus endormis, mais quand même, mais là, depuis 2 ans, on voit quand même on prévenait les gens. Vous allez voir. Vu comment ils agissent avec nous dans la rue depuis 2 ans, des gens qui sortent pour demander un peu plus de justice. Au final, les gilets jaunes, c'était très simple à gérer. C'était OK. Vous êtes dans la merde, vous n'avez plus à bouffer, on va débloquer un temps. On va faire en sorte de vous arranger pour que vous puissiez bosser, machin. Bref, juste une écoute, une oreille attentive. OK, vous êtes dans la merde, on va vous aider, vraiment. Vous voulez de la justice sociale, fiscale, machin, on va faire un petit nettoyage de tous les pourris, tu vois, corrompus. Il aurait juste, tu faisais ça, ça repartait nickel. Ils ont tabassé, ils ont mutilé, ils ont balancé des grenades dans la gueule, des flashballs dans les yeux, des machins. Quand tu as cette attitude-là, il n'y a pas de secret. 500 personnes touchées à la tête par flashball, j'appelle ça une stratégie de mutilation. Tu peux pas ne pas faire exprès, tu vois. Donc, moi, j'avais vu qu'ils étaient dans une dynamique très mauvaise, mais alors, je m'attendais pas non plus à ce que arrive une épidémie qui te met le monde à ce point-là. Je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Au fait, notre discours, il était cohérent parce qu'on disait, tu vas voir, je disais, tu vas voir, ça va partir en couille quand même. Mais à ce point-là, même moi, on est sidérés, nous aussi, qui disions ça va partir en sucette. Même nous, on est sidérés. Alors, ceux qui s'y attendaient pas, je pense que, en effet, ouais, ils sont par terre, quoi. Ouais, et puis ils peuvent pas voir parce qu'ils avaient déjà pas vu avec les gilets jaunes. C'est-à-dire toute la bourgeoisie nantie des villes, en gros, est restée dans l'idée que les gilets jaunes étaient des dangereux extrémistes, violents, etc. Ils ont jamais accepté de regarder en face la réalité de ce qu'étaient les gilets jaunes. Est-ce que ça disait de notre société? Est-ce que ça disait de notre projet qui était le projet globalement il est clair et net, quoi, hein. C'est une tyrannie, on vous éclate la gueule et on vous prend votre pognon, on vous suce votre énergie et votre vie. Et vous êtes des esclaves du système, vous avez le droit de prendre des cachetons et d'avoir des piqûres pour avoir juste le droit de vivre et de consommer. Donc qui est pas enviable. Et je reviens sur l'histoire du don, juste je voulais finir là-dessus. Ouais, excuse-moi. On cherche à nous mettre dans une crypto-monnaie mondiale, un grand reset économique. En tout cas, c'est ce qui se profile progressivement, quoi. Et ça a été bien dit par le Forum économique de Davos, etc., par Christine Lagarde, par un peu tous, quoi. On cherche à nous mettre dans un crédit social à chinoise où tu aurais le droit de faire ci ou ça, si jamais tu es vacciné, si jamais tu prends le bon truc. Mais la réalité, c'est que regarde, toi tu vis avec je sais pas combien de milliers d'abonnés avec des dons. On revient à une économie du don, simplement. Une sorte de troc dans certains endroits.
On revient à des écolieux où il y a une liberté énorme, etc. Et donc, en fait, la crise elle-même, c'est une occasion de résolution et on est en train de proposer un autre modèle de société. Les plateformes de dons et de crowdfunding, elles ont jamais eu autant d'argent que maintenant, en fait. Moi, je pense que c'est clair, ça c'est positif, mais il faut faire attention que ça n'aille pas dans le sens inverse, qu'ils ne veulent pas finalement, parce qu'ils sont en train de détruire les outils de production qu'ils ont déjà détruits depuis des dizaines d'années en France. On le voit, les centres-villes sont détruits. Ils détruisent les outils de production. Donc, du coup, on peut se poser la question de l'être humain productif dont on avait besoin avant. C'est 80% de gens qui produisent, machin. Est-ce que demain, avec les outils technologiques qui sont en train de développer, ils ont toujours leur place? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas pour ça qu'on essaye de les détacher? Enfin, en gros, démerdez-vous tout seul. Cette vision. Alors là, vous pouvez vraiment aller sur ma conférence d'anthropologie de la technique. C'est vraiment mon champ, hein, la technique. En santé, mais au-delà. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément dans la suite de Jacques Ellul et de Éric Sadin, super philosophe qui explique en gros ce que tu viens d'expliquer, hein, cet anti-humanisme radical par la technique, quoi, et faire de nous des esclaves des systèmes techniques progressivement. Mais dans le même temps, en fait, il y a des gens qui développent du low-tech, c'est-à-dire de la basse technologie, du réusage, de la récupération. Vous avez des camps de gitans ou de Roms où en fait ils construisent tout à partir de rien, à partir de morceaux de ville. Ils arrivent à faire quasiment un camp vivable entre guillemets. C'est admirable en fait. C'est quelque part l'inventivité de l'humain, elle s'arrête pas à la technique. Or la technique, c'est le rêve d'une société avec intelligence artificielle, puçage mondial, ferme de serveurs qui contrôle toutes les datas et le contrôle partout. Déjà, c'est une prison, je l'ai dit dans une vidéo, mais il y a un philosophe qui s'appelle Jérémy Bentham. Il décrit au 18e, je crois, 17e, 18e, il décrit un endroit où tout serait visible par tous tout le temps, où les murs seraient transparents, etc. Et il appelle ça le panopticon. Pan, c'est tout, opticon, c'est voir en grec. Et ce truc-là, où tout le monde serait visible, toute ta vie sexuelle, ta vie relationnelle, ce que tu penses, etc. Bah, devinez quoi pour lui? C'est la meilleure des prisons. Et donc, on nous emmène vers ce monde-là, mais c'est une vision. Ouais, on y est déjà. On y est déjà. T'as le télécran dans ta poche avec ton iPhone. En fait, t'es tracé géographiquement, etc. Mais ce monde-là, c'est saut 20e siècle, j'ai envie de dire, quoi. C'est une vision vraiment du 20e siècle. Le 21e siècle, on a déjà passé le pic pétrolier. On a déjà passé le pic de ressources. Ne serait-ce que pour la disponibilité énergétique. En fait, ça n'est pas tenable. Actuellement, Internet, c'est le 3e pays au monde en termes de consommation énergétique. C'est 100 réacteurs nucléaires qui tournent en permanence juste pour tenir Internet. Et ça ne fait qu'augmenter de manière exponentielle. En fait, c'est juste pas tenable. Et donc, à quoi t'aspires? À quoi j'aspire? À avoir une voiture qui parle toute seule et qui me conduit toute seule? Mais non, c'est les baby boomers qui aspirent à ça, à encore plus de confort. Moi, je veux conduire, j'adore conduire. Exactement, quoi. Tu veux un Mario Kart, quoi, où tu sens le truc, quoi. C'est clair. C'est tirer les pas à main. C'est quoi les conneries? En fait, t'aspires même finalement à même pas avoir besoin de conduire, quoi. Un cheval, ce serait tellement chouette, quoi. Dans la nature et aller à cheval en centre-ville pour aller chez le maraîcher bio du coin qui te vend le truc. En fait, bah voilà, faut vivre cette aspiration-là. Non, maintenant, tu n'as plus le droit parce que les chevaux, ils font des cacas sur la route. Donc, c'est interdit, il y a un panneau. Tu vois, interdit cheval. Non, mais c'est trop ça. Il y a un exercice un peu de pleine conscience, quoi, de certains yogis, qui consiste à poser ce qu'on appelle le sankalpa, le souhait. Et le souhait, tu peux le poser le matin et le soir. C'est l'idée qui va se réaliser si tu y penses très fort. C'est un peu comment ça s'appelle, le principe de l'attraction, quoi, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, la loi de l'attraction, un peu comme la prière, quoi. Voilà, la prière, exactement. Et moi, j'avais travaillé au Vietnam et j'avais demandé à un gars qui allait au temple. Je lui dis, mais c'est comment ta prière? Je comprends pas trop, quoi. Elle me dit, bah là, tu vois, je vais au temple et j'ai acheté un nouveau frigo. En fait, alors je vais demander au Dieu de bien trouver le bon endroit pour que le frigo il dure très longtemps, qu'il tombe pas en panne et qu'il fasse bien du froid. Donc moi j'étais un peu surpris, pour moi c'était pas comme ça vraiment la prière, du coup j'étais un peu décontenancé. Je dis mais ça marche? Il dit mais bien sûr. Je passe mon temps à faire ça, je vais au temple 2 fois par jour et il avait des trucs très pratiques, très pragmatiques dans sa prière, tu vois, très visualisables. Et donc c'est un peu l'idée du sankalpa, c'est de poser comment toi tu veux être déjà, avant même de commencer par le monde. Et toi comment tu veux être parfait.
Et tu vas te rendre compte que tu as du mal au début. Tes croyances limitantes vont dire non, mais ça, je peux pas. Je suis pas beau. Tu vois, je voudrais être beau, mais je suis pas beau. Et donc, ou je voudrais être fort, mais en fait, je suis pas fort. Voilà. Et non, mais c'est pas grave. Ça, c'est tes croyances limitantes. Tu veux être beau, fort, intelligent, droit, courageux, protecteur, voilà, enfin, ce que tu veux. Après, chacun sa vision de ce que tu voudrais. Hein. Moi, je m'en fous d'être beau, par exemple, ça m'intéresse pas. Mais par contre, être fort et tenir et être intelligent, trouver comment résoudre les problèmes, ça oui, ça m'intéresse. Être habile, ça oui. Et puis après, une fois que tu as trouvé comment toi tu veux être, tu vas le reposer tous les jours et tu vas l'affiner. Tu vas le faire de plus en plus beau, matin et soir. Tu vas y passer du temps, il faut y passer 5-6 minutes. C'est de le voir même visuellement, de l'entendre, de le ressentir dans le corps. Et puis ensuite, comment les autres autour de toi ils sont. Les gens que t'aimes et puis les gens que t'aimes pas. Et petit à petit, tu les mets comme tu veux. Et puis au début, tu vas pas y arriver. C'est pareil, tes croyances limitantes vont dire non, mais les gens que j'aime pas, bien, c'est des zombies hypnotisés, ils sont endormis. Non. Voilà, tu les transformes tous les jours. Et puis ensuite, le monde autour. Et tu fais ça tous les jours. Et le matin, le soir. Et en fait, le monde change. Donc là, on est dans une version spirituelle, hein, si tu veux. Mais à mon sens, moi, c'est finalement, ouais. j'ai un peu. Ouais. Excuse-moi, vas-y. Non, essayez de le faire juste. Voilà, c'est une invitation. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant, quoi. Moi, par exemple, je trouve toujours une place de parking. Ça va vous paraître magique, mais en fait, j'ai aucun problème avec l'idée de pas trouver de place, quoi. Ça, pour moi, c'est évident qu'il va y avoir une place à l'endroit où je vais, souvent juste en face de l'endroit où je dois aller quand je dois me garer. Et je vous promets, enfin voilà, c'est pas du bullshit. Hein. Ça, c'est de l'optimisme aussi. Non, je vous promets. Alors, déjà, je conduis très peu. Je me balade en vélo, qui est quand même beaucoup plus simple. Et de deux, quand je conduis, vraiment, il faudrait que je le filme à chaque fois pour vécu, hein, si tu veux. Mais en fait, j'ai une place. Et, viens à Paris, on en reparle. J'ai jamais tourné pendant une heure. Ouais, bah, prends le métro. Ouais, non, mais c'est clair. Mais moi, je suis d'accord avec ça, mais c'est aussi pas mal la loi de. Enfin, c'est aussi être optimiste. Il y a Simba Bush qui nous fait la fête là. Et c'est aussi d'être optimiste. On se prend des fois trop la tête avec des petites futilités, alors qu'il suffit de pas avoir peur et de penser optimiste. Et en général, les choses s'ouvrent à toi aussi. Moi, tu vois, je suis pas croyant, je suis pas. J'avais une mère qui était très spirituelle, mais enfin, elle disait ça, mais j'étais trop petit pour comprendre. Mais après, moi, je suis pas croyant ni rien. Je crois beaucoup en. Je sais pas. Je trouve que la nature est tellement bien faite, que tout est tellement bien calé que au final, il suffit d'y croire. Comme tu dis, l'attraction. Et au final, c'est un peu le principe de la prière. Hein. Encore une fois, j'ai jamais prié vraiment. Mais c'est plusieurs personnes en même temps qui vont prier pour quelque chose aux quatre coins du monde, au final, qui va amener cette énergie au bon endroit. Et en ce moment, on est dans une guerre comme ça. On est dans une guerre de l'information, de l'énergie. Et c'est vrai que c'est important qu'on parle comme ça. Cette énergie-là. Ouais. Cette énergie-là, elle est hyper importante et elle est pas du tout forcément religieuse. Elle peut passer par une religion. En fait, il y a une spiritualité laïque. Et si tu vas plus loin, tu peux même dire, c'est même pas spirituel. C'est-à-dire, tu prends un heure, il regarde la réalité, il voit un problème, il voit la réalité et qu'il y a un problème. Dans sa tête, il imagine une solution. Il la construit, il la met sur le papier. Puis après l'avoir mis sur le papier, il la raconte à d'autres et avec d'autres gens, il va construire une machine qui résout le problème. En fait, c'est pareil. C'est comme imaginer le monde parfait. Ça ne veut pas dire que ça va se passer de manière magique. Ça veut dire que les choses vont se mettre en place ensuite pour que tu le fasses. Oui. Mon prof de yoga, il dit tout est parfait et il y a encore du travail. Ça veut dire il faut bosser, quoi. Ouais. Ça va pas se faire sans toi. Et ça, c'est un des trucs importants, peut-être que je peux dire aux 2187 personnes qui nous écoutent. C'est ni Gabin, ni Raoult, ni Fouché, ni rien ne sont des messies. Balavoine disait je ne suis pas un héros. Ouais, exactement. Il y a personne qui fera le taf à votre place, en fait. Nous, on va faire notre taf là où on peut. Mais en fait, il faut que chacun là, on soit des héros en fait, et qu'on fasse le boulot. Donc, il faut pas attendre que, je sais pas, il y en a qui attendent que Donald Trump soit élu, etc. Mais
Il y en a qui attendent ci ou ça, il y en a qui attendent que Macron soit assassiné. Non, l'idée même de vous débarrasser de l'ennemi, c'est une idée qui est illusoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu essayes de tuer les frelons asiatiques devant une ruche, c'est des prédateurs. Il y a d'autres frelons qui vont venir, en fait. Il y a d'autres parasites qui vont venir. Peut-être pendant un mois, tu vas être tranquille. Mais il y en a d'autres qui vont arriver. Non, il y a un nid pas loin. Ouais. T'as beau les buter à côté, il y a le nid juste à côté. Donc. Exactement. L'idée, c'est de vivre avec. Et par contre, en tenant le rapport de force, en disant, les ogres et les sorcières, ils doivent être au fond de la forêt à se cacher. Ils doivent pas être au pouvoir, à manger les enfants et à nous asservir. Ok? Je parle de manière symbolique, hein, mais vraiment cette idée que on a laissé en fait des gens se mettre au pouvoir et prendre le pouvoir au niveau médiatique et au niveau politique, qui en fait ne cherchent pas le bien commun, ne correspondent pas au cahier des charges. Si tu veux, on a filé les clés de manière complètement irresponsable à des gens qui sont pas des gentils papas, qui sont en fait des gens pour une grande partie pervers et paranoïaques. Pervers, c'est-à-dire qu'ils sont tordus. Ils disent l'inverse de ce qu'ils pensent, ils pensent l'inverse de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Et paranoïaque, ça veut dire qu'ils essayent d'imposer aux autres leur vision du monde et ils pensent que l'autre est un ennemi, même par le fait de penser autrement. Donc, on a des pervers paranoïaques, pervers narcissiques. Voilà, c'était bien décrit par Paul-Claude Racamier. Paul-Claude Racamier, c'est un des penseurs qui a été le premier à soulever cette idée de pervers narcissique. Et il dit, pour un pervers narcissique, un mensonge réussi, ça vaut autant que la vérité. Donc, on a ces gens-là au pouvoir, mais on a aussi plein de gens bien, en fait. Et c'est ça où, deuxième source d'espoir pour moi, j'en ai peut-être parlé au début, mais c'est l'idée que les systèmes, on a une crise systémique et on a un effondrement. Et cet effondrement, il fait s'effondrer le monde scientifique, il fait s'effondrer le monde sanitaire, il fait s'effondrer le monde économique, il fait s'effondrer le monde politique et démocratique. Mais dans cet effondrement, c'est comme si tu avais un truc qui se dissout dans les différents grains qui le composaient. D'un coup, tu avais un truc qui était bien réuni comme une boule de terre cuite, tu vois. Paf, tu tapes dessus avec un marteau et tu as plein de petits morceaux de terre cuite qui partent. Et ces petits morceaux, c'est les gens, c'est les individus qui composaient le système. Et quand tu regardes les gens, par exemple en sciences, eh ben, il y a une toute petite minorité de pervers paranoïaques qui ont rendu le système tordu et corrompu. Mais l'immense majorité des scientifiques et des chercheurs, en fait, sont des gens intègres, honnêtes, et qui cherchent le bien commun et à comprendre la vérité et la réalité. Et ça, c'est hyper satisfaisant, parce qu'en fait, ces gens intègres et honnêtes, d'un coup, ils sont libérés du système qui les forçait à faire que les trains arrivent à l'heure, qui les forçait à publier, à publish or perish, qui les forçait à publier des articles de merde pour avoir des points SIGAPS, pour avoir des budgets, pour maintenir leur truc, pour avoir une thèse de science, pour avoir un thésard, pour être professeur, pour être célèbre, pour avoir de l'influence. D'un coup, non, en fait, non, vous avez des gens qui sont libres. Pareil pour la police. Vous avez une police qui tape sur les gens, etc. Et la police se décompose, se désagrège. Et là, vous avez des policiers, vous vous rendez compte que l'immense majorité d'entre eux, en fait, sont des gens qui cherchent la paix et le bien commun. Et il y a une petite minorité de gens qui juste sont fous. Et là-dedans, il y avait tout un ventre mou de gens qui étaient juste aux ordres et qui faisaient ce qu'on leur dit parce que fallait bien avoir son salaire, fallait bien bouffer, fallait bien... D'un coup, en fait, non, ils se libèrent. Et ça, c'est hyper sain. Parce que voilà, la désagrégation, elle est en cours. Hein. Et les gens, ils vont se réappareiller entre gens bien. C'est-à-dire que, et ça, il faut qu'on le fasse. C'est-à-dire que petit à petit, là, je voyais des gens qui parlaient de ZAD dans le chat. Mais ça y est, il y a des ZAD qui existent. Il y a des oasis, il y a des écolieux. Il y a des médecins qui se groupent entre médecins et qui font des choses bien. En Arles, par exemple, il y a des gens qui ont soigné le Covid avec les choses intelligentes. Et ils ont vachement moins de mortalité que les autres et ça marche et c'est super bien. Et ils ont dit, aux recommandations, ils ont du pouvoir et de la fausse science. Non, on s'en fout. Nous, on fait ce qu'on pense qui est juste, quoi. Et donc, ça arrive de tous les côtés. Donc, soyez confiants et puis mettez-vous à l'œuvre, en fait. Commencez à agir. Et il n'y a rien de plus important ici et maintenant. Voilà. Votre confort n'est pas plus important. Votre survie n'est pas plus importante. Garder votre métier n'est pas plus important. Parce que, en fait, ce que vous donnez vous est rendu au centuple. Tu parlais tout à l'heure on parlait de stratégie un peu sur mais comment convaincre les autres.
et on ne peut pas les convaincre. Il n'y a personne qui a envie d'être un con vaincu. C'est Thomas Dansbourg qui dit ça, quelqu'un qui fait de la communication non violente. Donc n'essayez pas de convaincre les autres. Montrez-leur, par contre, quelque chose de désirable. Si vous avancez dans la rue avec la banane, le sourire, une espèce de lumière intérieure qui rayonne, déjà vous vous sentez bien. Et puis en plus, les gens, ils ont plein de neurones miroirs là. Et ils voient ça, ils ont envie de ça. Et je vous assure, hein, il y a des gens, ils me prennent dans leurs bras dans les rues. J'ai l'impression d'être une peluche des fois. Oui, j'ai vu, tu avais des paquets plein les mains l'autre jour, des cadeaux. Ouais, et donc je reçois au centuple, en fait, dans ce don et contre-don. Et Non, mais clair. Il y a beaucoup de gens, moi je le vois depuis 2 ans aussi, d'être impliqué pour les bonnes raisons. Au final, j'ai beaucoup de gens derrière moi qui sont hyper solidaires, qui sont bienveillants, au final, t'attires aussi beaucoup de gens bien à être dans la bonne voie au final. ouais, c'est pour ça que je pense qu'on peut être hyper optimiste. Tout est parfait et il y a encore du travail. Et donc, il faut tenir le coup, se serrer les coudes, éteindre la télé, éteindre vos téléphones, renouer avec le réel. Surtout pas accepter l'interprétation algorithmique du big data pour vous dire la réalité. C'est un mot compliqué que je viens d'utiliser, mais en gros, c'est ce qui se passe en permanence. Hein. C'est-à-dire que le big data fait un miroir du réel, l'interprète et vous dit c'est ça la vérité. Et en plus, vous dit, l'exemple c'est Waze. Waze, tu vois, c'est j'ai un maximum de data sur la réalité et je te dis les embouteillages c'est comme ça. Et je vais te dire par où passer. Mais donc Waze, c'est pas vous qui pilotez Waze, c'est Waze qui vous pilote et qui vous dit par où passer. Et si Waze vous disait à tous qu'il faut passer par là, il créerait de l'embouteillage. Donc il a un pouvoir prescriptif sur la réalité. Donc en fait, cette interprétation algorithmique du big data, elle fabrique le monde qu'elle veut fabriquer. Et ça, il faut en sortir en fait. Et il y a une expérience rigolote comme ça, c'est un mec qui prend un caddie sur une avenue à San Francisco et il met plein de téléphones portables, je sais pas, 1 millier de téléphones portables. Et tous connectés à Waze. Et il avance dans la rue comme ça et il n'y a personne. Alors que c'est l'heure de pointe, qu'il devrait y avoir un embouteillage dans cette rue-là. C'est une grosse avenue à San Francisco. Et il montre qu'en fait, Waze pense qu'il y a plein de voitures à l'arrêt, puisqu'il reste un peu immobile dans la rue, quoi. Et donc dit à tout le monde, il y a un embouteillage, et donc personne n'y va. Et donc la rue est déserte. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que ce système, dont on pense qu'il est automatique, qui nous emmène de manière automatique vers l'abattoir, en fait, il a des failles. Et il a plein de failles. Il faut juste les comprendre et les utiliser. On peut faire plein de failles et utiliser la force de l'adversaire. C'est Ippon Sorenage en judo. On apprend ça quand on est petit, c'est renverser l'adversaire, faire la planchette japonaise, quoi. Et ben, il faut utiliser la force de l'adversaire. Utiliser sa force pour le. Exactement. Tu viens pour un dîner de con sur CNews, tu as 3 minutes, et ben là tu vas essayer de mettre un énorme uppercut dans la gueule Bien vu. C'est ce que j'aurais fait. Premier boss de fin de niveau. Ouais, c'est le premier boss de fin de niveau. Deuxième boss de fin de niveau, c'est avoir le droit de parler vis-à-vis de ma direction. Et ça, c'est le collectif qui prend conscience de sa force. Troisième boss de fin de niveau, c'est réunir les gens pour qu'ils commencent à avoir du pouvoir, pour qu'ils commencent à faire des choses. Quatrième boss de fin de niveau, on verra, ça va monter. Mais allez-y mollo, en fait. Commencez pas à faire des pétitions pour destituer Macron, en fait. Ça, vous pouvez soutenir des avocats qui le font, eux, c'est leur boulot. Mais les pétitions, par exemple, c'est vraiment immobiliser votre force. Ça sert à rien, en fait. Ouais. Je pense, hein. C'est mon avis. Après, peut-être on peut discuter. Ah ben, c'est vrai que ça sert à pas grand-chose les pétitions. Nous, on en avait lancé une suite à l'histoire du train pour arriver devant le juge et être capable de dire, regardez, il y a 20 000 personnes derrière qui. Là, c'est peut-être bien parce que c'est dans un but particulier, c'est pour toi d'arriver devant le juge. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Sinon, globalement, les pétitions, c'est une perte de temps et puis c'est de la data récupérée pour ces gens-là aussi. Exactement, où tu peux savoir qui est le contestataire et en gros, voilà, tous les services de renseignement du monde savent, Gabin, Fouché, ce seront les premiers à aller dans un camp. Donc, je ne vois plus, il y a le chat qui s'est, enfin, il n'y a que moi, mais il y a le chat, j'ai voulu cliquer sur le chat, du coup, je te vois plus, je peux pas, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je t'imagine, tu vois, genre, t'es un écran blanc, c'est pas mal. Mais alors justement, je voulais rebondir sur un truc. Ok, on peut prendre notre temps, on peut machin. Au final, les choses vont se faire. C'est un peu ce que tu penses.
Mais il y a quand même des échéances. Typiquement, là, ils sont en train de nous pondre le vaccin en ce moment. Et comment ça va se passer? Est-ce que réellement, il y a est-ce qu'ils vont le rendre obligatoire de manière détournée? C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire, mais pour aller bosser, il le faut, pour partir en vacances, il le faut, pour acheter, il le faut. Du coup, bah, tout le monde est obligé de le faire. Et dans ce cas-là, est-ce que les gens vont sortir de l'ancien système pour essayer d'en créer un nouveau qui ne va pas dans ce sens-là? Enfin, qu'est-ce que tu penses du vaccin déjà? Moi, je me suis exprimé sur le vaccin déjà pour dire que je pense que c'est pas une stratégie intéressante dans le Covid-19, déjà au niveau technique et scientifique, c'est-à-dire on a plein d'autres alternatives et la mortalité, la létalité sont très faibles de cette maladie et donc il n'y a pas de justification à la fois économique et à la fois sanitaire à aller mettre autant d'argent et mettre autant de contraintes sur la création d'un vaccin puis sa dispensation. Donc ça déjà, Ah, ouais. excuse-moi, j'avais coupé. Vas-y, je te laisse continuer. Donc déjà, il n'y a pas de justification technique, sanitaire, économique et scientifique à aller vers une stratégie vaccinale. Ça ne veut pas dire que tous les vaccins servent à rien. Moi, je suis ni pour ni contre les vaccins. Hein. Je suis simplement, je pense que c'est un outil, et qu'en l'occurrence, c'est un outil qui est pas le bon quoi dans cette maladie-là. Donc ça n'a pas de sens quoi. Donc ça devrait déjà s'effondrer tout seul pour ça. Une maladie qui est à 0,05% de létalité, de mortalité dans le monde et qui est à 0,5% de mortalité dans le monde, bah en fait, ça justifie pas ça quoi. Surtout ce même argent mis pour les vaccins, mettez-le dans avoir des soignants, mettez-le dans avoir des médecins, des lits d'hospitalisation, un bon système de soins résilient. Vous allez voir, vous allez gagner carrément plus qu'en faisant un illusoire vaccin. Autre chose, c'est que les vaccins en développement, en fait, ils sont à la fois toxiques, probablement, et à la fois, on n'est pas très sûr de leur efficacité. Pour le moment, on n'a aucune data scientifique réellement à se mettre sous la dent. On peut juste dire on ne sait pas, parce que c'est que des annonces, des punchlines marketing par les laboratoires. On fait énormément varier les cours de bourse. Et vous avez vu que les PDG de Pfizer et de BioNTech ont vendu leurs actions au moment opportun. Ce qui est quand même, si les gens regardent pas ça en face, ils doivent se dire mais le vaccin est pas fait pour nous soigner en fait, il est fait pour faire de la spéculation boursière quoi. Et ouais voilà donc sur le après on peut rentrer plus dans les détails sur le vaccin, mais je vous propose d'aller voir la vidéo qui est sur Réinfo Covid. On a fait une vidéo et un texte et puis on est en train d'étoffer le texte encore, de travailler à un dossier technique sur les vaccinations. Mais je crois qu'il y a énormément de problèmes potentiels sanitaires simplement liés au vaccin, hein, et au vaccin à ARN notamment. Donc vraiment, je crois qu'il faut refuser la vaccination. Et après, pour ce que tu disais, espèce de crédit social qu'on nous met en place progressivement, pour moi, c'est un rapt du contrat social unilatéral, c'est-à-dire c'est un hold-up. Et donc, c'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'on devrait réagir très fort et très vite à cette idée-là. Ce que je pense, c'est qu'il va y avoir, vous voyez déjà des enseignes comme KFC ou comme, je crois qu'il y en a d'autres, qui vous donnent 15% de réduction si jamais vous avez l'application Tous Anti-Covid. Donc après, voilà, il va peut-être y avoir des réductions si vous êtes vacciné ou pas. Enfin, donc on va dans un monde délirant. Bah, je crois qu'il faut sortir de ça. Effectivement, il faut arrêter d'accepter ça, quoi. Il y a un vrai divorce à faire en fait vis-à-vis de cette société-là. Et c'est pas forcément facile à faire, hein, parce que on a notre confort, notre mode de vie, etc. Mais il y a un divorce, quoi. En fait, il faut plus aller à KFC, quoi. Et en fait, il faut se faire à manger avec. Voilà où on en est. T'es encore là, Gabin, ou t'es parti? Peut-être un peu parti. Pour moi, ça va être la fin du chat bientôt, parce qu'il est déjà midi. Et j'ai des choses à faire. Donc, par contre, j'étais très content d'être avec toi. J'aimerais bien pouvoir te dire au revoir. On va voir. Je vais attendre un peu Gabin pour voir. Et essayer de reprendre un peu dans le chat peut-être certaines de vos questions, si vous avez des questions. Il y a des petits bonshommes, des petits cœurs, merci. Voilà, revoilà Gabin qui revient, je pense. Peut-être. Ok, moi ce que je vous propose déjà, la puissance d'agir que vous pouvez avoir, c'est de partager en fait. De partager tout ça, de reprendre des petits bouts, de les couper si vous avez des talents de monteur,
c'est de vous mettre en lien avec des collectifs locaux, par le biais de Réinfo Covid ou d'autres. Hein. Réinfo Covid n'a pas vocation à absorber le monde entier, on s'en fout, nous on veut de la biodiversité en fait. Plus il y a d'initiatives partout, mieux c'est en fait. Et donc, mettez-vous en marche, en action quoi, en marche, non surtout pas. Mais mettez-vous en action, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux quoi. Il y a beaucoup moins le fait de rencontrer des gens qui sont un peu d'accord avec vous, vous allez voir la colère, elle s'éteint et elle fait place à plein d'inventivité, de courage et d'action dans le réel. T'es encore là, Gabin? J'avais envie de conclure parce que j'ai besoin de partir. Alors je reviens sur quelque chose que m'a demandé Gabin, c'est l'idée que j'ai proposé l'idée que les réseaux sociaux tomberaient. C'est pas moi qui l'ai proposé, c'est Attali. Et quand Attali parle, il faut faire très attention à ce qu'il dit parce que ça se réalise. On pourrait discuter les raisons de pourquoi ça se réalise, mais il a parlé du fait que les réseaux sociaux devaient tomber parce qu'effectivement ils sont un contre-pouvoir important. T'es là, Gabin? Pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, vous pourriez imaginer que au niveau stratégique, si vous étiez à la place de ceux qui dirigent, finalement, mettre encore un traumatisme très sévère, qui serait de faire tomber les réseaux sociaux, permettrait de décapiter la résistance, de finir de détruire économiquement le pays. Et 3, permettrait de proposer la mise en place de la 5G de manière exponentielle, puisque vous diriez, bah ok, voilà, les réseaux n'ont pas tenu, et donc il faut mettre en place la 5G de manière très rapide, et on va faire une offre de Noël, une offre promotionnelle de Noël, tous les terminaux 5G à moins 75% ou à moins 80%, pour que vous ayez votre nouvel iPhone, iPad, Samsung 5G qui permettent de le faire. Et donc mettre en place, accélérer finalement le turnover vers la 5G, et décapiter au passage la résistance. Donc moi, si j'étais gouvernant, c'est le plan tordu que je pourrais avoir en tête. Je crois qu'il faut préparer la résistance. Ah, ça y est, j'ai disparu. Ouais, je suis là. Ouais. Ouais, je t'entends. Et toi, tu m'as entendu ou pas? D'accord. Donc, je parlais de la chute des réseaux sociaux, hein, t'as entendu, ouais. Et, je disais qu'il faut se préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment se mettre en lien localement et trouver des autres façons de communiquer, et notamment refaire des radios à ondes courtes ou à ondes moyennes. Donc là, profitez que vous avez encore des tutos pour faire comme en Amérique du Sud dans les mouvements de résistance. En fait, c'est faire des émetteurs et des récepteurs de radio, simplement, pour pouvoir se mettre en lien. Et enfin voilà, donc moi je propose ça en fait. Mais voilà, on est tout à la fin du chat, donc personne n'entendra cette partie-là. Aucun débunker ira jusqu'au bout de la vidéo pour voir ça. On peut en parler maintenant parce qu'on est plus libre et on est entre nous. Mais voilà, j'ai l'intuition que ça pourrait être ça, une partie de la suite. Ce serait cette chute des réseaux sociaux pour nous décapiter. Ah oui, je pense qu'il ferait tomber Internet pendant un moment, qu'il y aurait… Finalement, ça décapiterait la résistance, ça décapiterait sa capacité à parler, ça finirait de détruire l'économie, et puis ça permettrait de mettre en place l'installation rapide de la 5G et la vente de terminaux 5G. Puisque tu pourrais dire le réseau est tombé parce que trop de charge sur le réseau, quoi. On a besoin de plus gros câbles. Bim, c'est la 5G, ça y est, on fait sauter tous les moratoires, etc. Proposés par Aurélien Barraud ou d'autres, et on le met en place, ça y est. Et on en profite pour faire une offre promotionnelle de Noël. On comprend, vous êtes dans la détresse. Moins 85% sur l'achat de votre prochain Samsung 5G. Et d'un coup, parce que ça c'est un des problèmes aussi, c'est de remplacer les terminaux des gens. Alors les gens n'ont pas de pognon, etc. Et finalement, ça va avec leur téléphone tel qu'il est. Donc il faut créer un choc et une stratégie du choc si tu veux pouvoir vendre des téléphones 5G. Sinon, les gens les achèteront pas, ils verront pas l'intérêt, quoi. Donc ça, c'est à la fois une opération de guerre
enfin voilà, de tous les côtés, ce serait comme ça si moi j'étais un tordu au pouvoir, c'est probablement ça que j'inventerais. Et donc ça veut dire qu'il voilà. Alors peut-être que je suis pessimiste là, je veux pas faire flipper les gens, hein. Moi je suis juste réaliste en fait, et je regarde les choses qui nous ont été annoncées. Et à Marseille, on a un terminal de télé, etc., qui a été incendié. Alors on ne sait pas si c'est la résistance qui fait ça. Et moi je serais content si c'est la résistance qui fait ça, parce que je pense que ça fait partie des mouvements de résistance non violente que de faire des boycotts ou des boycotts, et de faire aussi du sabotage. Le sabotage fait partie de la résistance. Quand il touche le matériel, qui touche pas l'humain, c'est vraiment, à mon sens, c'est quelque chose qui est défendable en tout cas. Et voilà. Ouais, 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 tout à fait. Pendant 39-45, les résistants, justement, ils plastiquaient des voies ferroviaires, ils bloquaient les trains, etc., quoi, hein. Et ça a sauvé des gens, hein. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant, et mettre des gens dans l'action s'il y a des gens qui se sentent de faire ça. Je suis prudent, hein, je suis sur la ligne rouge, hein, vous avez vu, je n'incite à rien. Simplement, j'ouvre des possibles. Je dis qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. Voilà. Puis de l'autre côté, fabriquer des antennes à onde courte ou à onde moyenne pour pouvoir continuer à communiquer. Et surtout, vous mettre en lien localement. C'est-à-dire arrêter d'attendre de l'Internet un truc pyramidal où vous auriez les infos par machin, par truc, par machin. Mais vous, localement, le faire, quoi. Et pareil, surtout pas tout basé sur des réseaux Discord ou des réseaux WhatsApp ou Telegram ou autres. Parce que il y a des chances qu'à un moment, il y ait un blackout là-dessus, quoi. Et donc, avoir d'autres façons. Alors, le pigeon voyageur, c'est un peu moins fluide, mais d'autres façons de communiquer, quoi. Donc, ouais, il y a le courrier, exactement. Il y a les messagers réels, quoi, des gens qui portent des messages. Puis vous allez voir qu'en fait, cette espèce d'isolement, encore une fois, hein, la crise amène sa résolution. C'est-à-dire, si vraiment on est isolé comme ça, l'effet, ce sera plutôt qu'effectivement les gens vont approcher hyper fort, commencer à parler hyper fort. Et donc, quelque part, ce serait presque souhaitable, en fait, pour la résistance que ça arrive. Ça décapiterait Vécu et Réinfo Covid, hein, ça c'est sûr. Mais je pense que ça ferait un déclencheur très fort dans la société. Ouais. Gabin, Gabin, ouais. Ouais, j'ai besoin de partir juste, donc c'était pour dire au revoir à tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin du monde autour de vous, prenez soin des autres, y compris ceux qui vous font peur ou que vous aimez pas. En fait, ils ont besoin d'être soignés et guéris, pas que vous leur rentriez dedans. Et puis, partagez les pépites, partagez vos ressources, vos découvertes, votre compréhension des choses et votre action. Ça, c'est les 4 éthiques de la permaculture, mais qui sont hyper actuelles là. Voilà, merci beaucoup de m'avoir reçu, gamin. Mais carrément.
carrément. Ouais, on en discute par mail ou en direct pour se coordonner, voilà. Ciao. Non, pas encore, je suis en train de chercher. Ça reste en bas dans la barre d'outils, mais je vais y arriver.